Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Prenez place. Aujourd'hui, nous allons vous offrir un séjour tout compris au Bates Motel avec le soir des ateliers artistiques de taxidermie et des ateliers d'initiation à l'utilisation des armes blanches. À vous de choisir selon vos envies, vous l'aurez compris. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au film Psychose d'Alfred Hitchcock, sorti en 1960 avec à l'affiche Anthony Perkins, Vera Miles, Janet Leigh et John Gavin. En deuxième partie d'émission, nous parlerons actualité du cinéma en traitant des films inexorables sortis en salle le 6 avril dernier, réalisé par Fabrice Duvels avec Benoît Poulvorde et Mélanie Douté, et de Abuela, sorti également en salle le 6 avril dernier, un film de Paco Plaza, réalisateur de REC. Et nous terminons cet épisode par la traditionnelle rubrique des coups de cœur. Et pour m'aider aujourd'hui à vous distribuer vos bracelets all inclusive et à vous faire passer un bon moment pendant cette émission, je suis accompagné d'Éléonore, de Mathieu et de Thomas. Bonjour la petite bande. Comment allez-vous ? Salut Mike. Bonjour. Salut. Salut Mike. Comment va ? Très bien et toi ? Très bien, merci. Tu m'as l'air en pleine forme, tu es bronzé. Oui. Tu reviens d'où ? Dis-nous tout. Du Brésil. Du Brésil. Monsieur part au Brésil avec vos sous les tipeurs. Non, je plaisante. Avec vos sous les tipeurs, si seulement. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder au sujet de ce film Psychose ? Quelle est la thématique ? Alors, donc c'est la deuxième fois déjà qu'on aborde un film d'Alfred Hitchcock. L'année précédente, vous vous souvenez sûrement, on avait parlé de Vertigo qui était sorti en 58 avec James Stewart et Kim Novak. On s'est dit, qu'il était inévitable de reparler d'Hitchcock parce que voilà, Hitchcock c'est un peu le cinéaste, comme dirait Mike, matriciel. Hein, exactement, c'est le mot que j'aurais utilisé si tu m'avais demandé. C'est vrai. Moi j'aurais dit même séminal. Tu vois, séminal. D'accord. Son œuvre est séminale parce qu'effectivement tous les films qui vont suivre transpirent inévitablement d'Alfred Hitchcock. Il y a tellement, en fait, c'est peut-être la plus grande influence du 7e art. Donc on s'est dit, prenons le film qui est probablement le plus célèbre d'Alfred Hitchcock. En l'occurrence, c'est Éléonore qui nous avait soufflé l'idée, qui nous a dit ça pourrait être intéressant qu'on parle de ce film. Elle a eu tout à fait raison. Exact. Merci Éléonore, heureusement que tu es là. Heureusement qu'elle est là. Hein. Ouais. Et donc, avec plaisir. Elle aussi était en vacances. Mais c'est une émission, tout le monde est en vacances, c'est avec moi qui tiens la boutique. T'étais où, Éléonore ? J'étais quelque part. Oh là là. Ouais, elle est trop secrète en mais fait. Elle a raison. Et toi, tu dévoiles tout. Ouais. Bon, en même temps, t'as pas le choix parce que je t'impose. Elle était au Brésil. Avec moi. On va lancer les rumeurs. On va lancer le rumeur. Le bordel. Bon, avant de commencer, je vais faire un petit pitch, Fais un petit pitch, de Psychose. Donc, en fait, c'est une jeune femme qui prend la fuite après avoir volé $40,000 et dans son périple, elle s'arrête dormir dans un mauvais motel. Ouais, Enfin, dans un motel qui ouais, elle est au mauvais endroit. au mauvais moment. C'est pas de bol. Pas de bol. À l'origine, c'est un roman. Donc, ouais. c'est un roman de monsieur, comment il s'appelle? Robert Bloch. Donc, c'est très inspiré librement inspiré, on va dire, quand même, de la vie de Ed Gein, qui était un tueur en série qui a sévi aux États-Unis. On en a déjà parlé, on a déjà évoqué ce monsieur quand on avait parlé de Massacre à tronçonneuse, parce que c'est aussi une de ses grosses influences. En fait, c'est un personnage très trouble et très emblématique des tueurs en série. Un monsieur qui avait l'habitude de pratiquer la nécrophilie, et Sympa. Chacun son hobby. Et donc il faisait aussi des vêtements faits à partir de peau humaine. Donc quand on avait parlé de Massacre à tronçonneuse, et c'est cette anecdote qui voudrait qu'au clair de lune il portait un manteau fait en peau de femme avec une ceinture qui était composée de nichons, de seins, de poitrine, voilà. Ah, pardon. De nichons. Non, mais c'est ça, c'était son kiff. Hein. Ah, vraiment, ouais. Le boucher de Plainfield. Et il avait une relation aussi assez bizarroïde avec sa mère. Sa mère, comme tous les psychopathes à mon avis, non ? Fanatique religieuse, le mal était chez les femmes, donc forcément
Tu démarres, tu construis ta vie comme ça, c'est un peu particulier. Il avait un frère aussi. Qui lui, à la différence d'Ed Gein, n'a pas tellement été influencé, on va le dire, de manière un peu néfaste. Lui, je crois, si j'ai bien compris, lui est parti. Il était un peu plus équilibré. Voilà, c'est ça. Il est parti, mais il est quand même mort dans des circonstances un peu bizarroïdes. Voilà, on pense que Ed Gein n'est pas pour rien dans sa disparition. Ce serait peut-être le premier meurtre fraternel. Ouais. Comment t'appelles ça? Un meurtre. Un fratricide. Un fratricide, oui, c'est ça. En fait, ce qu'il y a avec Ed Gein, c'est que finalement, on connaît que 2 meurtres qui sont avérés. Et donc c'était en 1957. Le monsieur s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. On a retrouvé chez lui, en fait. Alors. Oui, mais c'est important cette chronologie parce que, pardon, excuse-moi. Oui, vas-y. Parce qu'en fait, donc, il a probablement buté son frère après la mort de son père qui est mort d'une crise cardiaque. Il a buté son frère probablement lors d'un incendie, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Pas de preuves. Sa mère ensuite est décédée, donc il s'est retrouvé comme un enfant, tout seul, avec personne pour le surveiller. Et il est revenu dans un schéma là où il avait gonflé toute cette frustration les femmes en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il y a ce qui est marrant, enfin non, c'est pas marrant, mais avec ce genre d'histoire, c'est que il y a le désir de la femme, mais à travers le regard de la maman, alors à travers le personnage qui est oppressé, qui est la mère, et tu désires, parce qu'il y a le désir de la mère, il y a quelque chose de très oedipien. Donc c'est pour ça que ça intéresse aussi, tu vois, Hitchcock. C'est le côté freudien. On sait que Alfred Hitchcock avait déjà tenté de faire une adaptation, c'est psychanalytique au cinéma, c'est La Maison du Dr Edwards, avec ses défauts et ses qualités. Et là, c'est encore plus ancré dans cette relation-là, cette relation compliquée aussi avec la maman. Ça énerve tout le cinéma d'Alfred Hitchcock. Et dans le bouquin, je crois que le personnage est assez antipathique comparé à Anthony Perkins, la représentation qu'on a voulu. Ouais, et en plus, dans le bouquin, le monsieur, le personnage principal, l'antagoniste, un petit gros, dégarni. En fait, il a tout l'archétype physique du personnage un peu, qui est susceptible, effectivement, de tu le vois de loin, tu dis lui, il est chelou. Ouais, c'est ça. Et avoir choisi Anthony Perkins, c'est très intelligent. Parce qu'on se dit, non, on va choisir un belâtre, grand, élancé, avec des manières. Le gendrouille parfait. Exactement. Ouais. Et surtout que Anthony Perkins, à ce moment-là, il est surtout, il a fait une petite carrière dans la chanson. Il est très apprécié des jeunes femmes parce que effectivement c'est le beau gosse, c'est une espèce de premier poster boy, et le prendre dans ce rôle-là qui est un petit peu à contre-courant de ce qu'il a fait précédemment, c'est intéressant. Surtout c'est en total décalage avec le personnage du roman. Et les personnages féminins c'était très belles femmes aussi. Hein. Comme toujours, tu vois, chez Alfred Hitchcock. Juste sur le bouquin, il y a eu donc pour parler comment il construit en fait le scénario. Quand il récupère les droits, parce qu'en fait, ce qui se passe avec Alfred Hitchcock, c'est que il a toute une équipe. Il a une équipe de scénaristes, il y a des gens qui travaillent avec lui, et ils sont à chaque fois à la recherche de romans qui pourraient être susceptibles d'être adaptés à l'écran. Donc, il voit un article, je crois que c'est dans le New York Times, un article plus ou moins élogieux du roman de Bloch, et il dit, écoutez, prenez-moi les droits, on va demander à Paramount d'acheter les droits. Ça n'intéresse finalement, j'ai l'impression, pas grand monde, parce que le roman, moi je l'ai pas lu, il semblerait qu'il soit pas très bon. Je me souviens, je sais pas si vous avez déjà lu ou entendu, c'est l'entretien qu'a eu Hitchcock avec François Truffaut. François Truffaut, il commence en disant, mais le bouquin est très mauvais, c'est même surprenant, vous ayez voulu adapter ce bouquin, moi je l'ai lu, c'est vraiment une daube. Il n'empêche qu'il y a eu une critique assez élogieuse dans le New York Times. Alfred Hitchcock lit ça, il dit à son équipe, prenez les droits, achetez les droits. Ils ont acheté les droits, je crois, pour une histoire de $9,000. Le gars, Bloch, il expliquait que finalement, après avoir payé son agent, il a récupéré 6 000 boules. Faut se dire qu'Alfred Hitchcock, il a récupéré 1000 fois plus. Donc, il file ça à un scénariste qui s'appelle James Kavanagh. À l'époque, c'est le réseau MCA. MCA, en fait, c'est une agence artistique non dépendée d'Alfred Hitchcock qui place un petit peu ses bonhommes. Donc, c'est la société qui a même racheté les studios la Universal où sera tourné le film. Et donc il dit à Kavanagh, tu nous ponds le scénario. Le scénario, si je me trompe pas, je crois qu'il inclut une espèce de petite bluette supplémentaire entre le personnage de Janet Leigh et de comment il s'appelle notre ami. J'ai déjà oublié son nom. Comment il s'appelle l'autre comédien qui est très fadasse. John Gavin. Ouais, qui est hyper fadasse. John Gavin. C'est aussi un beau gosse. Clairement. Même Alfred Hitchcock à la fin, il a toujours été un peu médisant avec ces beaux gosses-là. Il disait oui, c'est un cadavre pour moi. Parce qu'il n'exprime rien. C'est pour ça que souvent il le filme même de dos.
Et ouais, c'est pas sympa. Non, c'est sympa. Ouais, c'est pas sympa. Et après, en fait, quand il inclut cette bluette-là, ça leur convient pas. Et c'est pour ça qu'il y a un scénariste qui va débarquer, c'est Stefano. Qui est lui-même en analyse à ce moment-là et qui a lui-même, je crois, quelques soucis avec sa maman. Mais qui n'a pas de souci avec sa maman? Mike? Non, bah, on a trop parlé de moi déjà. On va parler de. Il était beaucoup dans les analyses freudiennes. Il a d'ailleurs, je crois que c'est le premier à avoir à vouloir que l'on place des toilettes dans un film, et ce serait selon lui une genre de symbolique de décharge émotionnelle. Les toilettes? Ouais. Non, alors il faut comprendre, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais mettre des toilettes, montrer des toilettes au cinéma en 1960, ça n'existe pas. Parce que c'est une espèce de tabou ultime. On est en plein dans le code ACE, même si le code ACE va mourir à peu près en 1968. Le code ACE commence, mise en application en 1934. C'est un code d'autocensure de la part des studios. Et au-delà des scènes de violence, de sexe, on ne montre pas des toilettes dans un film parce que les gens ne font pas pipi ni caca. On le sait bien. C'est sale. Eh oui. Ouais. Et oui, c'est sale. D'ailleurs, il a dû ruser à plusieurs reprises Hitchcock pour le code ACE, puisque t'as la première scène d'ouverture où t'as les deux amants qui... c'est une scène subjective où ils viennent de faire l'amour en gros, et donc il a demandé à ce que les baisers ne dépassent pas 3 secondes. Donc il a demandé à Janet Leigh de donner tout ce qu'elle avait. En 3 secondes. Mais à chaque fois, c'est comme 3 moi. Comme Jacques Chirac, tous compris. C'est ça. Non, mais plus la nudité aussi qu'il fallait pas montrer, plus c'était déjà osé de l'avoir. De le torse nu. Et lui torse nu aussi. Ou c'était un peu plus régulier quand même de voir des hommes torse nu. Ouais. Coup, en fait, après le baiser de 3 secondes, c'est là où il a toujours été très très malin. Et en fait, c'est là où on se rend compte que le code ACE n'a pas été si mauvais que ça. Il y a le côté vertueux, c'est que les cinéastes sont devenus extrêmement inventifs. Il a réussi à déjà détourner ce fameux code ACE avec l'histoire du baiser quand il fait le film Les Enchaînés, qui est la séquence de baiser la plus connue, parce que c'est une séquence de baiser qui dure, je vais dire une bêtise, mais plus d'1 minute. Mais en fait, comme ce sont à chaque fois des bisous qui durent 3 semaines, 3 semaines. Inch'Allah. 3 secondes. Toi, t'espères ça, hein? Non, mais non. Après, t'as des gerçures, ouais. T'as plus de langue à la Mais fin, ouais, là. c'est clair. Tu mets la langue. Non, en fait, donc du coup, c'est un enchaînement de baisers de 3 secondes, interruption, reprise, machin. Et en fait, tout ça, c'était pour détourner le code ACE. Excuse-moi. Ah bah l'autre, ça va lui faire, ça va va faire la faire 3 journée, semaines, ça va me faire 3 ça va te faire 3 semaines. Allez, vas-y. Vas-y, enchaîne. Oui, donc en fait, je sais plus ce qu'on disait maintenant avec tes bêtises. Oui, donc tout le principe du détournement du code ACE. Et la symbolique aussi des sous-vêtements blancs au départ pour Janet Leigh, qui symbolisent la pureté, l'innocence, le bien. On va peut-être expliquer pourquoi, en fait. Oui. Parce que quand le film débute, effectivement, Janet Leigh, elle va piquer, enfin, elle va prendre $40,000 parce que son amoureux, donc, lui dit, mon papa et moi, enfin, on a des dettes. Il a plusieurs dettes, et à cause de cette dette-là, il ne va pas l'épouser. Il dit, voilà, je remets à plus tard, notre mariage parce que je veux d'abord éponger ses dettes. Elle est follement amoureuse de lui. Lui a déjà été marié. Elle souhaite l'épouser. Et elle travaille dans une banque. Une banque, oui. Agent bancaire, voilà, il y a un type qui débarque, qui dit voilà, je vais acheter une baraque pour ma fille qui va se marier, je vais placer $40,000. On se rend compte dans l'échange, dans la conversation, que le mec a tendance à frauder le fisc parce qu'il ne déclare pas en fait ses revenus. Il dépose ça un vendredi. Le patron de la banque dit à Janet Leigh, non, ça vous déposez ça. Enfin, oui, je dis que c'est une agence bancaire. Elle doit aller à la banque déposer effectivement l'argent. C'est plus une agence IMO, non? Oui, c'est plus une agence immobilière, je dis n'importe quoi. Elle doit par contre aller à l'agence bancaire pour déposer ses $40,000 parce qu'ils ne les veulent pas dans leur coffre pendant tout un week-end. Exactement. En sachant que en plus c'est de l'argent qui est pas déclaré, enfin, il veut pas d'embrouille. Donc, dès le départ, il y a un postulat pas très moral, en sachant que voilà, c'est de l'argent qui est pas déclaré. Elle prend cet argent, au lieu de le déposer à la banque, elle le prend. Elle prend ce pognon parce qu'elle dit, grâce à ça, je vais pouvoir éponger les dettes de mon amoureux. Alors moi j'ai juste pas suivi, elle va où? Elle va en Californie. Le film se passe à Phoenix. Oui, ça oui. En Arizona. Voilà. Alors que dans le bouquin, c'est au Texas, et elle se rend en Californie pour retrouver son amoureux. Donc, en faisant le trajet, c'est là où, effectivement, où le déposer l'argent, elle le garde. Et il y a toutes ces séquences où, en fait, ce qui est assez génial, en plus, c'est Janet Leigh. Donc, Janet Leigh n'est pas une star à l'époque. Mais elle a quelque chose qui fait qu'on a
le spectateur facilement peut s'identifier à elle, se reconnaître en elle, parce que c'est quand même une personne qui est un peu connue et elle représente quelque chose de extrêmement positif et moral. Mais son action de départ ne l'est pas. Est immorale. Et effectivement, quand Eleanor dit cette dame, enfin cette scène post-coïtale, on va dire, en sous-vêtements blancs, qui rappelle effectivement la vertu, la pureté, et séquence d'après, effectivement, elle sera en noir parce que elle aura effectivement pris l'argent. Et donc nous, spectateurs, là où c'est intéressant, c'est que dès le départ, on a quand même de l'empathie pour un personnage qui finalement fait un acte, tu vois, immoral. Et tout le film en fait est drainé par ça, parce que quand elle sera arrêtée par il y a le policier qui l'arrête et qui la suit un petit peu. Voilà. Ce personnage de policier, avant ça, enfin moi j'ai pas le souvenir avant ça d'avoir vu un personnage de policier qui représente à ce point-là une menace. En la plus, morale, oui. Bah en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a la morale et en même temps il est la menace. Parce que toi en tant que spectateur, t'as peur pour elle, tu te dis putain j'espère qu'elle va pas se faire arrêter. Et en plus elle transpire la malhonnêteté, enfin pas la malhonnêteté mais la gêne d'avoir volé cet argent quoi. Ah ouais. Et en plus tu sens que c'est pas une criminelle. Non ouais voilà, tu le sens. Ah non, c'est ça. Et c'est pour ça que t'as envie qu'elle s'en sort. Et le personnage du flic avec ses lunettes de soleil qui est très peu bavard, il dégage quelque chose effectivement de la menace. Ouais. Et c'est lui en fait après qui va la suivre jusqu'à chez le concessionnaire où elle a changé sa bagnole. Ce qui est totalement inutile. Oui parce que ça ramène rien. Ouais. En plus, ce qui est marrant, c'est la seule séquence qui est tournée hors studio. Apparemment, ça a été appelé, un bordel sans nom pour organiser cette séquence-là. Mais tout ça, en fait, ça crée une tension. Ça crée une tension et t'as peur pour elle. Quoi. Ouais. Et voilà, et jusqu'à effectivement qu'elle va. Oui, parce que si le flic l'avait pas suivi, la scène chez le concessionnaire aurait été moins tendue. Enfin, tu vois, dans son faciès, dans son jeu. Ah bah oui. Si le flic n'avait pas été de l'autre côté de la rue, elle aurait pu acheter simplement cette voiture et puis elle aurait pris son temps, elle aurait fait une petite toilette et puis c'est bien. Là elle part était sous tension parce qu'il était là, il regardait ce qu'elle faisait. Elle en oublie même de prendre ses affaires qui sont dans le coffre de la bagnole qu'elle a vendue, qu'elle a échangée. Donc elle est nerveuse. Ouais. Donc tout ça en fait, ça crée crescendo une tension et un questionnement pour nous spectateurs sur la moralité, tu vois, des personnages. Parce que pareil, après on va dérouler, mais c'est vrai que quand il y a la rencontre avec Norman Bates, je fais de suite un bond, sans parler de la fameuse séquence de la douche, mais même quand lui va vouloir se débarrasser de la voiture de Janet Leigh, tu as même peur pour lui que ça ne fonctionne pas. Tu te dis putain, il arrive pas à se débarrasser de la bagnole. C'est ça, finalement qu'on s'attache au personnage en sachant à ce moment-là, ce qu'il y a, c'est que le personnage d'Anthony Perkins, tu ne le perçois pas encore comme le méchant. Quand tu le vois pour la première fois, parce que tu penses que c'est sa maman. Oui. Donc voilà, sans dévoiler le film, j'espère que vous avez tous vu Psychose, parce que sinon c'est foutu. C'est autre chose. Non mais quand lui essaie de se débarrasser de la voiture, donc il essaye de maquiller en fait le meurtre pour aider, pour sauver la maman. Pareil, là aussi, toi en tant que spectateur, tu dis putain, j'espère qu'il va réussir à se débarrasser de la voiture, j'espère qu'il arrive à tout nettoyer. Et au niveau technique, je crois que c'était une prouesse aussi, parce que c'était un one shot, ils avaient pas le droit à l'erreur. Ah ouais. Je crois qu'ils ont dû vider le marais, ensuite ils ont mis un genre de il y a une plateforme, c'est ça, il y a une plateforme pour que ça aille en 2 temps. Pour que ça aille en 2 temps, ouais. Et qu'elle coule en 2 temps la voiture. Ouais, parce qu'en fait, comme elle coule une première fois et qu'elle est pas recouverte dans son entièreté, c'est là que c'est aussi ça qui crée le suspense. Ouais, c'est ça. Et après, effectivement, la plateforme descend à nouveau et puis elle est complètement submergée. Mais il s'était dit, alors si on doit refaire la scène, il pensait déjà, bon putain, le temps que ça va prendre, parce qu'il faut ressortir la bagnole, faut la nettoyer, faut machin. Et au final, c'était parfait. En une prise, c'était bon. Donc, ok, c'est dans la boîte, on continue. Pas mal. Ouais. Donc, notre amie Janet Leigh, qui est magnifique. Tu parlais avant des blondes Hitchcockiennes. Magnifique. Qui est d'ailleurs la mère de Jamie Lee Curtis. C'est ça, ouais. C'est fou. Ouais. Et d'ailleurs, elle avait joué dans. Et de Tony Curtis. Ils se sont rencontrés sur le film Les Vikings de Richard Fletcher. On est en 58. Et elle fait, je crois, la même année, parce que Psycho c'est tourné en 59. En 58, elle rencontre Tony Curtis sur les Vikings de Fletcher. Elle tourne la même année. Alors, un chef-d'œuvre absolu qui a Soif du mal. Tony Curtis, c'est certain l'aime chaud. En l'occurrence, c'est aussi certains M show, ouais. Et beau gosse, très beau gosse, Tony Curtis. Et elle tourne, La Soif du mal, avec sur la direction d'Orson Welles en 58 aussi. Et donc, elle a une notoriété, mais c'est pas une rosta, c'est pas Grace Kelly. Et lui, de toute façon, Hitchcock, on le sait, il a toujours cherché sa nouvelle Grace Kelly, parce qu'à partir du moment où
où Amy Grace Kelly a arrêté de faire du cinoche parce qu'elle a voulu être princesse, bah pour lui c'était tout, enfin le reste de sa carrière c'est chercher en fait Une remplaçante. une remplaçante. Il y en a une qui est encore en vie, non? C'est laquelle? C'est Vera Miles ou Janet Leigh? Parce qu'il y en a une qui a 92 ans actuellement. Qui est encore en vie, mais je ne sais plus laquelle c'est. Moi je crois. Je crois. Janet Leigh est décédée pour moi. Donc alors Oui. c'est Vera Janet Leigh, Miles qui est encore. Ouais. Bah, encore en Vera Miles, on en avait parlé parce que de toute façon Vera Miles était sous contrat. Elle avait un contrat avec Hitchcock parce qu'elle avait tourné sur la direction déjà de Hitchcock et elle devait, je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé, elle devait tenir le rôle qu'a tenu Kim Novak dans Sueur froide, dans Vertigo. Elle n'a pas pu parce qu'elle était tombée enceinte et lui effectivement était très Hitchcock était très attiré aussi et il la voyait un petit peu effectivement comme la remplaçante identifiée de Grace Kelly. Du coup, comme elle devait encore un rôle à Hitchcock, elle aurait légitimement pu penser qu'elle allait tenir le rôle de Janet Leigh et elle se retrouve à tenir La sœur, non? la frangine. La frangine. Sauf que je sais pas si vous avez vu, un peu grimée en maîtresse d'école. Ouais. Il y a rien de très sexy, tu vois, mais volontairement, c'était un peu pour Au la départ, punir. ouais. Voilà. Elle dit voilà, bah on va te mettre on va déguiser en quelqu'un de très d'austère. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mais qui finit quand même par prendre un des rôles principaux au milieu et la fin du film. Ouais, mais en fait, alors je sais pas pour vous, mais ce qui est quand même compliqué, la première fois que tu vois le film, donc déjà la prouesse à l'époque, c'est de se dire ton personnage principal, tel qu'il identifiait Janet Leigh, au bout de 45 minutes, Il meurt. décède. Mm. Donc toi, tu dis putain, c'est une C'est un blague. peu le Game of Thrones en fait. Tu t'attaches au personnage et ils décèdent tous les uns C'est après ça. les autres. Tu te dis merde. Putain. Mais non, mais t'imagines, ça n'existe pas. Surtout qu'à l'époque, tu fais quand même ta promo aussi là-dessus sur tes comédiens. Elle est en tête d'affiche, quoi. Ouais. Et après, tu vois Vera Miles, il y a quand même un moment où tu te dis bon, maintenant, faut que je fasse un transfert vers Vera Miles et l'autre endive. alors que Il aime pas. alors que finalement, bah le transfert que toi tu fais, bah c'est vers Anthony Perkins. Ouais. Bah déjà parce que déjà il joue super bien, il est quand même beaucoup plus charismatique et que le personnage est quand même vachement bien développé. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est toute cette ambiguïté morale, non pas du film, mais de ton regard de spectateur. Comment tu t'identifies, tu vois, aux personnages qui font pas des choses très jolies, hein, Mike? Non, c'est nul. C'est nul, hein. Ouais. On n'aime pas On ça. n'aime pas ça, les méchants. En plus, il y a des... Donc quand leur rencontre, quand elle débarque à l'hôtel, au motel de Bates, donc il y a personne. Donc parce que il y a un détournement qui fait De que l'autoroute, ouais. L'autoroute qui a fait que été, personne ouais. s'arrête. Donc elle se retrouve Que ceux qui s'égarent. que ceux qui. Mais en fait c'est ça. C'est comme on disait, c'est que C'est le hasard. au mauvais moment, au mauvais endroit. endroit. Ça aurait pu être n'importe qui, c'est tombé sur elle, pas de bol. Et donc c'est là où très rapidement va se créer cette tension, en fait une tension, un désir unilatéral, hein, parce que c'est Anthony Perkins. Voilà, dès le départ il la voit venir. Bon, en même temps Janet Leigh, tu la vois venir, t'es quand même content. Ouais, elle est pas dégueulasse. Ouais. Elle, pas dégueulasse. elle est même plutôt pas mal. Et donc il lui propose à dîner. Donc il lui fait à bouffer des sandwichs. Lui ne mange pas. Il la regarde manger en lui faisant la discussion. Et il lui dit, vous mangez comme un oiseau. Faut se dire que quand il dit ça, autour d'eux, il y a que des oiseaux empaillés. Et des Déjà- oiseaux de proie. Et des oiseaux de proie. Il est mauvais augure. Donc déjà, ça met en place. Oh, elle était bien placée, celle-là, une fois de plus. Elle est même pas écrite. Hein. Non, mais bah, elle manquerait plus que ça, parce que si en plus elles sont écrites, le co-auteur faut l'appeler parce que c'est très. Bon bref. Donc déjà ça t'installe déjà une ambiance. Donc tu vois ces oiseaux empaillés, ils sont en train de dîner tous les deux. En plus, c'est tourné. Je sais pas si vous vous souvenez, on est dans un plan en contre-plongée, pardon. Putain, j'ai toujours du mal. En contre-plongée, en légère contre-plongée, pour qu'on puisse voir, qu'on puisse La vue sur apercevoir. les... L'envergure des bestiaux, quoi. C'est ça. Et en fait, avec la lumière telle qu'elle est, tu vois, telle qu'elle montre ces images-là, il y a déjà quelque chose même d'un peu gothique, tu vois. Ouais, complètement. Et c'est là où on avait évoqué la dernière fois, c'est l'expressionnisme allemand. On sait que lui, il a fait ses classes. C'est vite dit, mais il s'est retrouvé en Allemagne. Hitchcock, au début de sa carrière, il a côtoyé Murnau, même s'il n'était pas proche du tout, mais Donc l'expressionnisme allemand, on en avait parlé la dernière fois, Voilà. avec les ombres et tout. c'est ça. Donc il a vachement vu au travail, donc évidemment il s'en est inspiré. Et toute cette séquence-là, déjà, elle imprègne quelque chose d'une tension, surtout que lui, effectivement, ne mange pas. Il grignote ses bonbons, il bouffe des bonbons. Mais il y a un petit côté, je sais pas si vous vous souvenez, quand on parle aussi des récits vampiriques, enfin je sais pas si je l'avais dit ou si je l'avais pensé, hein, des fois ça m'arrive, que le vampire, lui, en fait, ne s'attaque pas à toi, il s'attaque uniquement à toi si tu veux rentrer chez lui, si tu l'acceptes
toi, si tu acceptes qu'ils viennent chez toi. Donc, il est en observateur, il ne mange pas parce qu'il a pas besoin de manger, parce que voilà, il ne boit pas. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il ne fume pas. Il y a un truc, ça peut paraître idiot, mais dans un film noir, cette époque-là, on fume. Lui ne fume pas, ne boit pas, ne se nourrit que de bons becs parce qu'il y a un côté très adolescent. Il y a aucun personnage qui fume, non? Si, peut-être il y a pas de personnage qui fume dans le film. Martin Balsam, il fume pas? Tu parles Arbogast, ouais. Je crois. Ouais, peut-être. Ouais. Mais bon, après, c'est dans le personnage, quoi. Oui, bah, il joue le rôle du détective, oui, tu vois. Ça. Mais, tu vois, ce personnage-là qui, en fait, il donne le sentiment d'être complètement aseptisé, tu vois, la figure de l'adolescent, et en même temps, le côté vampire, qui le vampire, lui, effectivement, ne se nourrit pas. Ou se nourrit de l'âme ou du corps de sa victime probable. Et là, en l'occurrence, c'est Janet Leigh. Et qui, elle, picore, c'est pour ça qu'il dit oui, vous nourrissez comme un oiseau, et puis tous les oiseaux qui sont empaillés. Il y a toujours ce même thème du voyeurisme de la part d'Hitchcock, ouais. hein, Parce qu'il la met il la met, enfin, il y a 12 chambres, je crois, et possibilité de la mettre dans la 12e ou dans la 10e, il la met dans la première. Dans la première qui est à côté de l'accueil. Son bureau, et puis lui, il a un petit œil derrière le mur. Petit œilleton. Mais c'est pareil, le cinéma de Hitchcock, ben voilà, il nerve aussi de ça, de fenêtre sur cour, du voyeurisme. Et on va parler dans 15 jours de Blowout, ouais. Brian De Palma, je crois aussi, il s'est inspiré beaucoup de. On en parlera, mais Brian, il aime beaucoup le voyeurisme, il met beaucoup de voyeurisme dans ses films. Et il aime beaucoup Hitchcock. C'est pas son film le plus Hitchcockien, bon, on en parlera dans 2 semaines, mais on a quand même pris ce film-là parce que je pense que c'est intéressant de faire une thématique sur au courant de ce mois entre Hitchcock et les références, enfin les réalisateurs qui se sont largement inspirés, mais qui sont aussi inspirés d'Antonioni. Bon, on va pas déborder. Mais effectivement, il y a cette séquence de voyeurisme où, en fait, ce qui est intéressant, à la différence, ça me fait penser à la différence, par exemple, La soif du mal de Orson Welles, qui utilise beaucoup la profondeur de champ, des focales très larges. Là, c'est du 50 mm comme focale pour rester toujours, c'est sur ces plans où tu es près, tu as du visage des personnages pour les cloisonner. Tu parles du plan où il regarde à travers le mur. Là, de toute façon, mais même dans la plupart des séquences, et là aussi, quand il passe à travers l'œilleton, t'es sur ces focales-là, sur ces longues focales, qui font que, tu joues sur la proximité, mais en même temps sur quelque chose de très resserré, de très tendu. Okay. Et je sais pas, très rapidement, une aparté sur, je sais pas si vous avez vu le film de 98, le remake qu'a fait Gus Van Sant. Donc Gus Van Sant, en fait, a rajouté. Il a fait un remake en fait plan pour plan, mais il a rajouté quelques séquences qu'avait développé Hitchcock mais qu'il n'a pas pu faire. Et une des séquences les plus célèbres, c'est justement quand il observe Janet Leigh, Viggo Mortensen qui joue le rôle de Anthony Perkins se masturbe. Évidemment, Code Hays oblige, il pouvait pas se masturber. Tu vas me dire, c'est bien dommage. Mais je plaisante. Mais moi je l'aurais fait. Peu importe. Enchaîne. Donc du coup, vas-y. Creuse. Donc du coup, en fait, dans la version originale, il ne peut pas se masturber, mais on sent bien que la volonté est là. Quand il fait ça, il y a du désir. Il désire cette femme-là, et après on va comprendre très rapidement par la suite que sa maman, parce que sa maman, enfin lui, on spoil de suite, que lui, il est sa maman lui dira mais voilà, tu désires cette femme, tu veux coucher avec elle, machin, on va s'en débarrasser. Parce que voilà, une femme qui lui sourit, une femme qui débarque chez lui, c'est la tentation. Et c'est le mal incarné. C'est ça, exactement. On peut rappeler un peu au niveau du budget aussi le fait que Hitchcock a volontairement souhaité ne pas dépenser des sommes astronomiques pour ce film et qu'il a aussi choisi son équipe de tournage de télévision de Hitchcock Présente. C'est ça. Et du coup, c'était aussi un petit challenge pour lui de se dire qu'on peut réaliser un bon film avec peu de budget. Alors ouais, t'as tout à fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que dès le départ, ce qu'il voulait, il voulait faire un shocker movie. Il se rend compte de ce qui marche aux États-Unis à cette période-là. Ce sont les films d'exploitation de Roger Corman, de William Castle. Donc ce sont des films qui sont faits à petit budget. Les adolescents s'y déplacent, vont voir ces films-là. C'est des films un peu des films d'exploitation. Pas gore, parce qu'on est quand même dans la limite. Même s'il y a une exploitation drive-in qui sort un peu des cases et du code Hays, ils peuvent se permettre certaines choses. Et lui, il s'est dit, est-ce que ça vous plairait pas de voir un shocker movie réalisé par un grand cinéaste? En l'occurrence, sa personne. Il avait raison de se autoproclamer grand cinéaste, même si à cette période-là, on l'estimait plus comme un grand artisan. Et il y a aussi une énorme influence, c'est que donc tu le dis en 55, donc il fait sa chaîne, ses produits en fait, c'est très très aidé par MCA qui lui dit voilà, on va développer cette chaîne, enfin cette émission
Alfred Hitchcock présente. Et à la même période, il y a un film français qui cartonne, c'est Les Diaboliques de Clouzot. Ah oui. Très grand film, je sais pas si vous l'avez vu, il faut absolument voir ce film-là avec Simone Signoret, c'est magnifique. Ne regardez pas le remake avec Adjani et Sharon Stone, c'est une daube, mais regardez l'original qui est très très bon. Et Alfred Hitchcock, il voit ce film-là, et surtout, il est un peu irrité parce que dans la presse américaine, qui porte au nu ce film, il dit voilà, c'est le Hitchcock gaulois, c'est le nouveau Hitchcock, tu vois. Il se dit non mais il veut rappeler qui est le patron. Et dans Les Diaboliques, il y a effectivement une scène de baignoire. Oui. Là, on retrouvera une scène de douche. Il y a un final, tu vois, qui est très surprenant, un coup de théâtre. Il y a quelque chose d'un peu poisseux, il y a quelque chose d'un peu violent. Pareil. Voilà. Et donc, il se dit, moi, je veux faire ce film-là aux États-Unis. Je veux montrer que Clouzot, en fait, lui, ce n'est qu'un suiveur. Et je veux faire un shocker. Mais pour faire un shocker movie, effectivement, tu peux pas avoir beaucoup de pognon. Donc là, c'est fait avec $800,000. Il en met beaucoup de sa poche. C'est tourné, c'est distribué par la Paramount. Mais c'est produit, alors pas produit par sa maison de production à lui, mais par Universal. En fait, Universal qui a été racheté par MCA. Alors il y a tout un deal, il tourne sur les plateaux de la Universal. Bon, enfin, en fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué, mais on pense qu'il y a eu malversation, il y a eu peut-être des petites magouilles. Peu importe. Lui, là où il était très futé, c'est que comme il a négocié en fait son contrat, il doit rembourser, la Paramount doit récupérer leur billes. Mais après, tout le reste, c'est pour Bibi. Donc, ce qui fait que le gars, à la fin de l'exploitation, il s'est fait quasiment $6 millions. Bien ouais. Pas mal. Bien ouais. Pas mal. Alors que, tu vois, Block, lui, il lui a vendu les droits pour $9,000. Il leur a récupéré 6,000. Voilà, c'est assez intéressant. Donc, il y a eu ça, et sa volonté aussi de le faire en noir et blanc. Qui est assez particulier comme choix, puisque finalement... Et ça avait aussi été suggéré par sa femme Alma. Le fait de le faire en noir et blanc, c'était moins gore, puisque avec la scène de la douche. Ouais, il y a justement la scène, mais même, la scène de la douche, la nana, elle est poignardée, et on voit pas beaucoup de sang. On voit juste un peu de sang qui coule dans la baignoire, mais. C'est ça qui est magnifique. Bah après. Mais en fait, elle est poignardée vraiment beaucoup, et ensuite quand elle s'écroule, Je crois qu'il y a 10 coups de couteau à peu près. 10 coups de couteau, et après elle s'écroule lentement. Contre le mur qui est derrière elle, il n'y a pas une goutte de sang. Là, c'est les seules gouttes, le seul sang qu'on voit, c'est celui qui s'égoutte, Non, mais faut comprendre qu'il dans la baignoire. Ouais, faut comprendre que, je parle pas des films de drive-in, du cinéma d'exploitation, mais ceux qui sont exploités en salle, à cause du Code ACE, le sang, en fait. C'était pareil, c'était, tu n'en as quasiment pas. Okay. En fait, quand t'as un impact de balle, tu vois très peu de sang, tu vas trouver un peu de sang sur la commissure des lèvres, quand tu te pris un coup de poing, mais c'est extrêmement rare. À la différence, tu vois, la fin des années 50, quand il y a les films de la Hammer qui vont débarquer aux États-Unis, c'est exploité dans les drive-in, là tu peux montrer le sang. Là, ils ont quand même l'envie de que ce soit exploité dans les grandes salles, il faut que ce soit accepté par le Code ACE. C'est pour ça que là, ils ont pris du sirop de chocolat, parce que effectivement, en noir et blanc, ça donne cet aspect sang. Parce que est perfectionniste et que le ketchup, c'était pas assez visqueux. Visqueux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, après, la séquence de la douche, tu dis, c'est quand même hyper impressionnant de se dire, c'est 78 plans, c'est en jump cut, ça va hyper vite, c'est assez quand même prodigieux pour l'époque. Ils ont mis 7 jours pour tourner ça, quoi. 7 jours, oui. Je crois que Janet Leigh était prévue 3 semaines pour le tournage, et elle a mis 7 jours pour faire cette scène-là. Ouais, clairement. Et après, il y a beaucoup. Mais ça aussi, pareil, on est au Code ACE, donc les séquences, les scènes de nu. Parce qu'elle est nue sous cette douche, même si tu ne vois rien. Elle porte du Moleskine pour planquer les nichons. Il faut peut-être expliquer ce que c'est du coup la Moleskine. C'est une matière qui est quand même qui a quand même l'aspect en fait de la latex, peau, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est la costumière qui avait trouvé ça pour masquer en fait effectivement sa poitrine, mais elle est aussi doublée. Elle est doublée par une stripteaseuse. Il y a un plan à un moment donné où il y a un couteau quand même, parce qu'on voit quand même un couteau, c'est qui lui rentre au niveau, je crois juste en dessous du nombril. Et en fait, d'ailleurs, c'est la main d'Alfred Hitchcock qui plante le couteau. Là, en l'occurrence, c'est la stripteaseuse, et c'est tourné en fait à l'envers pour qu'on, même si c'est un couteau rétractable, c'est pour que tu aies le sentiment qu'il soit rentré dans la peau. Et toute cette séquence-là, ça a été storyboardé par Saul Bass. Alors, on avait déjà parlé Saul Bass quand on avait parlé de Vertigo, parce que c'est lui qui avait fait les génériques. Il a essayé un peu de tirer la couverture vers lui, pour cette scène-là. C'est ça. Alors, c'est vrai que, en fait, à partir des années 70, moi, je soutiens pas ce qu'a dit Saul Bass, mais en fait, c'est que Hitchcock a eu tendance à dénigrer un peu le travail de Saul Bass. Enfin, Hitchcock, il faut quand même se dire, on peut le comprendre, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Donc, c'est lui qui fait tout.
Donc il estime que Saul Bass, en fait, il a pas fait grand-chose, même si c'est lui qui a fait storyboard avec le découpage. Il faut savoir que Saul Bass, c'est vrai qu'en les années 70, il a dit que c'était lui qui avait tourné cette séquence-là. Les comédiens, donc Janet Leigh qui était sur le plateau, dit non mais de toute façon c'était tellement étroit, il aurait même pas pu être sur le plateau. C'est bien Hitchcock qui a fait la séquence, mais il y a eu 1000 théories. Il y a même eu il y a même une histoire qui voudrait que ce soit une équipe japonaise qui ait tourné la séquence. Enfin, on a raconté plein de trucs. Quand Tony Perkins était là, mais en fait, Anthony Perkins n'était pas là parce que Hitchcock lui avait dit qu'il pouvait aller tourner, qu'il pouvait aller à New York pendant une semaine pour répéter une pièce de théâtre. Enfin, il y a plein de trucs qui font que, au final, oui, le découpage a été plus ou moins déjà storyboardé par Saul Bass, mais par contre, la séquence, c'est Hitchcock qui l'a tournée. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Saul Bass, il a aussi storyboardé et même tourné en partie, même si ça n'a pas été conservé, la séquence du meurtre, par contre, de Arbogast, le personnage de Arbogast. Okay. C'est lui qui a fait le découpage. Ça a le rendu parce que Hitchcock avait chopé la crève, ou je sais pas quoi, il avait la fièvre. Il devait tourner cette séquence-là. Saul Bass avait déjà effectivement fait le storyboard. Il a dit vas-y, il voit les rushs, il dit non, ça me va pas. C'est pour ça qu'il a refait cette séquence qui est quand même assez géniale. Arbogast, c'est le détective. Ouais. Quand il va rentrer dans la maison pour inspecter, parce qu'il va absolument interroger la mère, il y a quand même cette séquence en plan zénital où tu vois la mère qui va le choper, qui va le poignarder, il tombe dans l'escalier. Il dévale, voilà. C'est très surréaliste cette scène. C'est hallucinant. Il vole. On a l'impression qu'il vole dans les escaliers. C'est en rétroprojection parce qu'en fait, ils avaient tourné. La caméra était sur un plateau. Ils avaient tourné la séquence où il descend l'escalier mais à vide. Et après, ils ont fait défiler, tu vois, en rétroprojection tu vois la descente et lui effectivement moi je trouve la séquence assez impressionnante. Je la trouve vraiment classe. Ouais. Il a déjà fait ça, je crois que c'était pour la 5e colonne. Il a déjà utilisé ce même processus quand le mec il tombe de la Statue de la Liberté. Je pense qu'il a dû utiliser aussi pour Vertigo, non? Il y a pas un truc comme ça? En fait, alors sur Vertigo, c'est plutôt le travelling compensé, parce que t'as l'impression effectivement que ça donne, ça pourrait être un travelling compensé, mais dans Vertigo c'est plutôt ça qui est utilisé. Alors qu'à l'inverse, dans les premiers rushs de Psycho, ils avaient ils avaient filmé Arbogast comme si c'était lui le meurtrier en faisant des plans rapprochés sur ses mains, sur ses pieds. Voilà. Et du coup, Hitchcock a dit en gros c'est de la merde, on refait. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'Hitchcock ça lui avait pas convenu, parce qu'effectivement il faisait des plans d'insert sur sa main et genre chose c'était des détails qui pouvaient effectivement donner l'impression que c'est le meurtrier. Alors que quand tu fais ce plan zénital avec la mère qui débarque, déjà de une, il dit si j'avais filmé la mère de dos, on aurait pu penser que volontairement je voulais masquer son visage et que ça pouvait laisser sous-entendre que ce soit quelqu'un d'autre. Mais là, sur un plan zénital, on se pose pas la question. On voit juste un personnage qui va agresser un autre. Ah ouais, elle est terrible cette scène, ouais. Elle a l'impression. La scène du haut, là. Donc, ouais. Et parce que là, pour le coup, tu vois pas. La première fois que tu vois le film, tu vois pas le truc venir. Et quand il monte les escaliers, tout d'un coup, l'autre, elle débarque. Comme une araignée, comme ça. La mère, elle a la patate, elle a la forme à ce moment-là. Quand tu la vois débouler, tu sens qu'elle a l'énergie, c'est assez impressionnant. Mais ça te met quand même la puce à l'oreille, à ce moment-là, parce que tu dis, la maman est censée être un peu grabataire, elle sort jamais de la baraque. Voilà. Elle sort pas de la baraque, elle peut pas bouger. Et là, elle court elle cavale, elle poignarde le gars. Là, tu te dis quand même, il y a un petit souci. Il y a anguille sous roche. Et la musique de Bernard Herrmann, ça apporte beaucoup au film pour toi? Bah oui. La scène de la douche, sans. Mais sans ça, oui. D'ailleurs, Hitchcock voulait pas de musique sur cette scène-là, et finalement, c'est sa femme Alma qui a insisté. Qui lui a dit, écoute, ce serait quand même mieux avec le son. Et effectivement, Herman, en fait, il a utilisé des notes en piqué, je crois que ça s'appelle le staccato. Donc c'est cette sonorité des coups de couteau, voilà, fragmentée. Très strident. Voilà. Et c'est chaque son correspond à aussi bien les cuts, donc le montage des plans de frappe du couteau. Et ça donne de l'intensité de quoi. Il avait déjà fait quoi avant lui? Bernard Herrmann, on en avait déjà parlé parce que sans parler de sa relation avec Hitchcock, il avait fait la musique de Citizen Kane. D'accord. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais aussi d'autres films d'Hitchcock, non? Oui, non, mais bien sûr. Oui. Mais je veux dire, en fait, sa première, je vais dire une bêtise, mais je crois que son premier score, effectivement, c'est pour Citizen Kane d'Orson Welles. Oui, en fait, c'est à partir de là, en fait, on l'a découvert. Et il a travaillé, après, ils se sont disputés avec Hitchcock, donc, je sais plus jusqu'à quel film. Je crois qu'il a fait encore 2 films après, puis ils ont mis un terme à leur collaboration. Herrmann, qui a travaillé par la suite avec Brian De Palma. Ouais. Il a fait sa dernière musique, c'était pour Martin Scorsese pour Taxi Driver. Oui. Puis il était ami avec John Williams. Il était ami avec John Williams, ouais. Faut quand même en parler, quoi. Oui. Ah oui, t'es ami. C'est marrant parce qu'en fait,
enfin alors j'ai pas suffisamment l'oreille musicale, mais c'est compliqué de se dire que en fait John Williams est très inspiré par Herrmann. J'ai l'impression que Herrmann a inspiré un peu tout le monde, mais c'est vrai que t'as du mal à croire que John Williams était inspiré par lui. Mais c'est vrai que ils étaient très proches. J'ai la régie qui se rapproche de moi. Dis-moi. Ah oui, la régie. Mais tu peux enchaîner, Mike, pendant que je regarde avec la régie. Ah oui, alors, Éléonore, qu'est-ce que tu as raconté? Qu'est-ce que tu as raconté? C'est vrai. La transition foireuse, quoi. Et c'est moi le chef ici. Ouais, qu'est-ce que je pouvais... comme on parlait des cuts, les effets spéciaux, c'était par exemple lors de la scène de la douche, en fait, ils avaient utilisé des melons pour à chaque frappe, le couteau il rentrait dans un melon. Voilà. Et en fait, il a choisi même. J'essaie de combler. Hein. Bah, t'as bien fait, pas mal. Bien fait. L'histoire des melons, c'est pas mal. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est pour te dire, en fait, il a même choisi la marque du melon, la race, l'ethnie du melon, l'espèce du melon. En fait, il y a plusieurs melons. Bah oui. Tu t'y connais pas. Il y a celui de Cavaillon. Mais je crois pas que c'était un melon Cavaillon. Je sais plus quel melon c'était. C'est de Charente, non? Je sais pas. Enfin, il y en a aussi en Espagne, il y en a donc il y en a autour de cette table, il y en a. Ah ouais, il y a des gros melons. Il y a en fait, effectivement, il devait taper avec le couteau, et puis à l'oreille, Hitchcock disait voilà, non, c'est ce bruit-là que je veux. Et très souvent, en fait, Hitchcock fonctionne beaucoup à l'oreille. Il y a des séquences, en fait, je crois que c'est avec Vera Mal, je sais plus quelle scène c'est, où à un moment donné, il y a le comédien qui dit putain, mais il me regarde pas, il est en train de dormir. Il est sur sa chaise en train de pioncer. En fait, il pionce pas du tout, il fait tout à l'oreille. D'accord. Il écoutait. Il y a d'ailleurs, on n'a pas parlé du caméo. Oui. Il y a chaque fois un caméo, tu vois, d'Alfred Hitchcock. Là, en l'occurrence, il a été très malin. Il a mis dès le début. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que c'était devenu une espèce d'obligation. Il n'avait pas le choix, il fallait qu'il fasse à chaque fois son caméo. Du coup, ça déconcentre totalement le spectateur à chaque fois qu'il le cherche. Un peu comme Oui Charlie, quoi. Exactement. C'est pour ça que là, il s'est dit, bon, les gars, ce que je vais faire, je le mets tout de suite. Attends, juste Mike, je sais que t'as un truc à dire, mais je finis juste avec ça. J'ai rien à dire du tout. Il dit, je vais tout de suite le mettre à la 6e, c'est ça, hein, c'est à la 6e minute. En fait, quand Janet Leigh, elle va au bureau, on le voit, lui, à travers devant la vitrine, avec un chapeau de cow-boy, un cigare. Et, en fait, il s'est dit, je peux pas le mettre plus tard. Parce que sinon, ça va, les gens vont être en attente. Moi, je suis en train de créer de la tension pendant tout le film. Je le mets dès le départ et je m'en débarrasse. Ça me fait penser. Il le fait souvent, du coup, à premier tiers du film, en général, non? Ouais, enfin. Plus les films sont légers, plus ça vient tard. Tu sais, je pense à la main au collet, quand ils sont dans le bus, ça vient quand même un peu plus tard dans le récit. Tu vois, ça dépend toujours, en fait, de la tension qu'il y a dans le film. Dans la version de Gus Van Sant, moi c'est une séquence que j'aime beaucoup parce que Gus Van Sant fait aussi son caméo. C'est exactement la même scène. Donc t'as un mec qui est un petit peu le sosie de Hitchcock et qui lui tape comme ça sur la poitrine. Genre qu'est-ce que t'es en train de faire à mon film? Et je trouve que la séquence elle est vraiment vraiment chouette. Justement, tant que t'es dessus, quel est par rapport au remake, quel est ton avis? Parce que l'intérêt de faire du plan par plan de la part de Gus Van Sant. Mais c'est une excellente question. En fait. Parce que quand le film sort en 98, moi, je suis un jeune cinéphile un petit peu branlos, un petit peu, tu vois, un peu fier. Qui se la pète. Je dis, je ne vais pas voir ça. C'est une abomination. Tu peux faire, c'est quel hérétique de faire, tu vois, ce remake. Je l'ai vu par la suite en vidéo. J'étais, pareil. J'étais conforté dans mon avis. Je me suis dit, c'est des conneries. Je l'ai revu, mais c'est hyper intéressant en fait. Et c'est vraiment patient à voir. Parce que sans déconner. Effectivement, tu dis, on est plus dans le film, enfin, dans quelque chose une prestation artistique que tu pourrais voir dans un musée, tu sais, comparer, tu vois, les plans, comparer, tu vois, le point de vue d'un cinéaste. Mais ce qui est super bien, ce qui me plaît beaucoup, c'est surtout quand tu fais un peu l'exégèse de Psychose, c'est de voir les séquences qu'il a rajoutées, que Hitchcock n'a pas pu mettre. Comme par exemple, tu vois, la séquence de la douche, il y avait un plan, au final, quand Janet Leigh, elle est pas nue. Ah, sur ses fesses. Voilà, il y avait ce plan sur ses fesses. Et il s'est dit, je peux pas le mettre, quoi. Ils ont dû le couper. Ça, il le rajoute. Il y a plein de trucs comme ça, en fait. Non pas par facilité, mais disons, Gus Van Sant a fait le boulot de se dire, voilà, de voir tout ce que Hitchcock voulait mettre dans le film qu'il n'a pas pu intégrer, il le rajoute. Et ça rend le film assez passionnant. Moi, franchement, j'étais assez surpris quand j'ai revu. C'est un dommage, quoi, du coup. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très cool. Et puis ça, après, c'est un exercice un petit peu de branlette, mais de comparer les deux films, c'est assez réjouissant. Encore des choses à dire sur Psychose?
Et oui, il y a mille Il y a choses, mille choses à dire. Il y a 1000 choses à dire, ce Psychose. Ok. Bah oui, mais peut-être quand même pour Vas-y. parler de Alma Reville, sa femme. Oui. Parce que, Ils étaient pas mariés? comme on dit, Derrière chaque grand homme se cache une femme, c'est ça paraît-il. Paraît-il. Et ce serait bien que derrière chaque grande femme se cache un C'est vrai. grand homme. Mais c'est vrai qu'au finalement, cet adage, il est un petit peu, c'est vrai qu'il y a un petit côté miso, tu vois. Mais, Non, mais voilà, d'ailleurs, cette femme a commencé en Angleterre. Ses parents travaillaient déjà sur des plateaux de ciné. Je crois qu'elle a commencé sa carrière à 16 ans comme monteuse. Elle commençait à être bien reconnue, une femme assez brillante. Et puis ensuite, ils se sont rencontrés, Hitchcock et elle, sur un autre plateau. Alors, je sais plus pour quel film exactement, mais Hitchcock, c'était juste ses débuts. Et donc, du coup, il se sentait un peu intimidé par cette femme. Et ils ont réussi à Fusionner leurs compétences. Mais oui, c'était une osmose artistique finalement. Et puis il a fini par la demander en mariage lors d'une croisière, je crois, parce que donc ils faisaient des tournées ensemble. Et puis lors d'une croisière, je crois qu'elle était malade, elle avait le mal de mer ou je sais pas quoi. Et donc du coup, il a profité de cette faille pour lui la demander en mariage. Comme ça, elle pouvait pas refuser tellement elle se sentait mal. non, mais ça, c'est lui, ça. C'est profiter toujours des faiblesses, des nanas. C'est ça. Et au final, elle a été scénariste, assistante réalisatrice, monteuse. Enfin, elle a fait plein de trucs. Et pour Psychose, elle a demandé aussi relecture du scénario de Stefano. Donc, il a demandé lecture à Alma et Alma lui a dit que c'était un très bon. Tu peux y aller, chérie. Un très bon scénario. Vas-y, donc en fonce. gros, il pouvait y aller, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'était une femme de l'ombre, mais exceptionnelle. Ah ouais, énorme influence. Et pour te dire, donc effectivement, elle a commencé comme monteuse et elle a continué à travailler en collaboration avec les monteurs. Pour te dire, l'œil qu'elle avait, c'est quand il y a cette fameuse séquence de douche où à la fin il y a ce plan sur l'œil de Janet Leigh où la caméra recule. Et ben personne n'avait remarqué. Il y a elle qui dit, il y a Janet là, elle vient de pousser un soupir. Ouais, ou de crier un clignement de d'œil. Ouais, alors c'est marrant parce qu'il y a deux trucs. Il y en a qui disent qu'il y a un clignement d'œil et l'autre en fait qui a dit qu'elle a vu le soupir. Elle a dû le refaire 100 fois cette scène de toute façon. Mais bah oui. elle était... Alors en fait, Vas-y. c'est pour ça que personne n'avait remarqué et du coup ils étaient un peu emmerdés. Bah merde, ouais. Donc du coup ils ont retiré ce photogramme-là, enfin cette petite courte séquence, et c'est pour ça que vous avez un plan de coupe sur le pommeau de douche. D'accord. Ok. Tu vois. Et c'est elle qui l'a vu, personne l'avait vu. Elle était directement sur le plateau. C'était en revision, en regardant les rushs qu'elle faisait. Non, c'était en rush lors du D'accord, ok. montage. Ouais, mais Mais de toute façon, elle était toujours à Ah oui. proximité, hein, Ah elle ouais. était toujours là. Hein. Mais c'est Stefano qui a raconté l'anecdote du pliage de corps dans le rideau de douche, et qu'à un moment, pendant que Hitchcock refaisait le plan, refaisait la scène avec l'actrice, t'as Alma qui a débarqué d'un coup comme ça sur le plateau et ça les a tous effrayés parce que c'était c'est son route, quoi. Elle peut venir aller là où elle veut finalement. Tu t'attends pas à la voir, paf, elle débarque. Elle était toujours là. Donc, Non, énorme influence. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que à la fin de sa carrière, parce que pour rappeler, c'est pour ça que je dis toujours que je déteste les récompenses, les Oscars, et à juste titre, je caresse mon ami Thomas, parce que Alfred Hitchcock n'a pas le débat. Alfred Hitchcock n'a jamais reçu d'Oscar du meilleur réalisateur, comme Orson Welles, comme Stanley Kubrick, comme les plus grands. Mais il a eu un Oscar d'honneur, ce qu'ils font à chaque fois, hein, parce qu'au bout d'un moment, pour dire bon bah, mais à culpa, on va quand même te filer un truc, bonhomme. Ils lui ont filé un Oscar d'honneur et donc il est déjà vraiment, c'est la fin, hein, il est pas très en forme. Il y a Ingrid Bergman qui présente la cérémonie. Il vient et là, séquence magnifique. Il dit, alors je sais plus, hein, je crois qu'il va je vais essayer de paraphraser, hommage mais à ces 4 personnes. voilà, il dit 4 ou 5 personnes qui ont été exceptionnelles dans ma vie, qui m'ont toujours accompagné. Ces personnes-là, c'est mon monteur, mon scénariste, c'est la femme de mes enfants, c'est la meilleure cuisinière, c'est machin, C'est et Alma. tout ça, c'est Alma. Et donc Alma est là aussi, tu vois, bon, C'est trop beau, quoi. c'est magnifique. Moi, Elle est j'aurais pu le émue, dire. quoi. Ah ouais, mais c'est Ouais. super beau. C'est Surtout quand T'aurais tu pu le dire, c'est Ouais, ça. j'aurais Putain, on pu le l'avait dire. pas relevé tout de suite. non, mais surtout quand tu sais c'est les relations compliquées qu'il a eues avec ses actrices, parce qu'il est désiré. On sait très bien que Ah bah, et Tippi Hedren. bah voilà, Tippi Hedren, c'est clair, voilà, parce qu'en fait C'est il y le harcèlement, avait hein. Grace Kelly, et comme on disait tout à l'heure, il cherchait en fait la nouvelle Grace Kelly. Bah, il avait jeté son dévolu sur Tippi Hedren. Il avait été exécrable, odieux avec cette nana, avec Vera Miles pareil, hein, finalement, hein, avec la plupart des comédiennes. Pas Ingrid Bergman parce qu'elle lui rentrait dedans. C'est pour ça qu'elle aussi est encore vivante. Elle était venue lui rendre hommage. Mais du coup, nous, on a toujours cette image-là, tu vois,
du gars un peu voilà, qui fait un peu du rentre dedans au nana, qui est un petit peu mauvais par moment. Et en fin de sa vie, finalement, il y a eu qu'une femme avec qui il a partagé toute sa vie, qui a toujours été là, et c'est elle. Et il y a aussi, c'est vraiment beau. C'est beau, hein. Et aussi donc il y a Patty, il y a Patricia Hitchcock qui joue dedans, donc qui est leur fille. Qui joue la collègue de Marion Crane. Ouais. Donc qu'on voit au début, c'est au bureau et qui. Ah oui, c'est celle. D'accord, ok, c'est la fille d'Hitchcock. Elle a un tout petit rôle, mais plutôt rigolote. En fait, ce qui est marrant, c'est la petite réplique qu'elle a, c'est quand elle dit c'est le mec qui est venu ramener le pognon, l'espèce de cow-boy. Elle dit il t'a dragué toi, il m'a pas dragué moi. Bon, il a dû voir que j'avais une alliance, c'est pour ça. Tu vois. Alors que elle est mignonne, la Patricia, mais à côté de Janet Leigh, malheureusement pour elle, elle fait un peu pas figure, quoi. D'accord. Mais non, on peut pas. On va très rapidement parler en fait des influences. Parce que moi je veux passer à la deuxième partie d'émission parce que j'ai envie d'entendre la belle voix de Thomas. C'est le premier chapitre. Mais il y en a 10. D'accord, ok. Donc ok. Vas-y, je te laisse encore la parole. Hein. Pas de souci. J'espère bien. Non, on peut pas parler de Psychose en fait sans parler aussi de l'influence qu'a eu ce film-là. Ah oui. On a le temps. Aussi bien, on va faire très vite, mais ce qui a découlé, on sait très bien que la même année, tu vois, donc t'as Le Voyeur qui est sorti aussi de Michael Powell, qui n'a pas eu autant, tu vois, de résonance à l'époque de sa sortie, en tout cas pas le succès public qu'a pu avoir Psychose, mais ces deux films-là ont une énorme influence pour ce qui va venir par la suite. Ce sont les crimis, donc t'as les crimis en Allemagne qui sont des films à suspense, t'as le giallo, tu vois, qui débarque en Italie avec Mario Bava, et puis bien sûr, par la suite avec Argento, t'as le slasher, t'as des proto-slashers qui vont être réalisés aussi par... C'est le premier slasher, non? Ouais, en fait, plus, oui, enfin, oui, on peut voir ça comme un proto-slasher ou comme un proto-giallo, ou même un proto-crimi. Ça devient très, très pointu, hein. Ça va être très... J'ai juste compris le premier. Ouais, j'ai prototype, du coup. Non, mais qui vient avant. Oui, mais bien sûr. Par exemple, la baie sanglante de Mario Bava, on peut considérer vraiment que c'est le proto-slasher. C'est le film qui a donné les codes du genre du slasher qui débarquera quelques années plus tard avec j'allais dire avec Halloween, mais même avant ça, t'as Black Christmas qui vient en 74, et lui quand il vient en 60 avec Psychose, on sait très bien que Mario Bava, quand il fait Six femmes pour l'assassin, il est extrêmement influencé par ce cinéaste. Ils sont aussi très influencés par Le Voyeur, parce que Le Voyeur, donc reprend aussi cette thématique du voyeurisme de chez Hitchcock, mais qui joue aussi beaucoup sur la colorimétrie, parce que lui par contre est en couleur et joue avec ces couleurs, tu vois, qui sont assez flashy et qui vont énerver le cinéma du giallo. Donc film très important, film matriciel comme dirait Mike, mais par contre qui débarque pas de la cuisse de Jupiter, hein. C'est pas un film ex nihilo comme on disait tout à l'heure. T'as l'influence des shocker movies, t'as l'influence, tu vois, d'un mec comme Clouseau. Ça débarque pas de nulle part pour autant. Mais film j'arrête, Mike. Parce que là... tu peux. Non mais moi je bois tes paroles, j'apprends. Il y avait la série Bates Motel aussi qui était pas trop mal. Gave-moi d'informations. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Gave-moi d'informations. Puis après il y a eu les suites, hein, je sais pas si vous avez vu les suites. Il y a eu d'autres Psychoses, dont un qui a été tourné par Anthony Perkins. Non. Ah non. Bon, ça vaut pas forcément le coup. Celui d'Anthony Perkins c'est plutôt sympathique, mais sinon ça vaut. Parce que pas finalement il est resté cantonné à ce rôle-là. En gros. Après ça, oui. Il a eu une carrière un petit peu compliquée. Il est mort quand même relativement jeune. Il avait 60 ans. Il avait contracté le SIDA, parce qu'en fait, il est. Quoi? Ouais, en fait, Anthony Perkins était, on va dire, plutôt bisexuel. Il était au début de sa carrière, il était homosexuel. D'ailleurs, un des types, le nom m'échappe, pour créer la voix de la mère d'Anthony Perkins dans le film, de la mère de Bates, ils ont en fait associé 3 voix, 2 voix féminines et la voix d'un jeune homme qui était un peu le compagnon d'Anthony Perkins. Par la suite, Anthony Perkins s'est tout de même marié, il a eu des enfants, et je crois qu'il est mort d'une pneumonie. Et ce qui est terrible pour les enfants, c'est qu'ils ont pas perdu leur papa, donc qui était quand même relativement jeune. Ils ont perdu leur maman le 11 septembre. Elle était dans un des avions. Ah merde. Ah oui, d'accord. Donc triste. Et Anthony Perkins, carrière par la suite un petit peu compliquée. Il a tourné en Alsace, les gars. Il a tourné sous la direction de notre ami Claude Chabrol au Königsbourg, à Colmar, sous la direction de Chabrol, aux côtés d'Orson Welles et la décade prodigieuse. Petite anecdote, Mike me s'en souvient probablement pas.
Et je crois que notre ami Jules était avec nous. C'est au Königsbourg, tu nous as montré. Non, mais une fois on avait bouffé ensemble À tous les quatre avec notre pote aussi Ben. On avait bouffé tous les quatre et et on parlait de cinéma. Et il y a un type qui était à côté de nous qui écoutait notre conversation et qui tout d'un coup nous coupe la parole et il dit moi j'étais là sur le plateau quand ils ont tourné la D4 prodigieuse. Ouais. Et il y avait Perkins, il y avait je sais plus maintenant les noms m'échappent et il y avait cet ogre de Orson Welles qui faisait que bouffer, il était en train de déblatérer sur Orson Welles, c'était assez rigolo. Génial. Ouais. J'ignorais. Et putain mais il y avait qui? Il y a une comédienne française. Putain mais maintenant ouais mais bon, c'est pas la peine. L'Asie, c'est un décor de On s'en cinéma. Hein? Ah, Marlène Jobert qui était très belle à l'époque. Oui, c'est ça. Bah, elle l'est toujours. Bah oui. La pauvre Marlène Jobert. Ouais, c'est ça. Elle a une belle voix pour endormir les enfants. Aussi. Ça prend une bonne. C'est un film de merde d'ailleurs. Je sais pas si vous l'avez. Je suis un peu méchant, mais personne l'a vu. Je pense au-dessus de cette table des 4 prodigieuses. Non. C'est casting prestigieux. C'est tourné à Colmar, donc on est un peu chauvin. C'est un très mauvais film de Chabrol. Voilà, c'est tout. C'est le point final de ton analyse. C'est le point final de mon analyse, sachant que je ferai après de façon un pont avec Chabrol en parlant d'Inexorable. Et ben voilà, deuxième partie d'émission, messieurs, dames, l'actu du cinéma. Et pour cette partie actualité, Thomas est encore avec nous, et puis voilà. Hein, Mathieu, tu vas nous faire un petit point sur Inexorable, c'est ça? Ouais, je bois un peu d'eau. Ouais, donc je rappelle qu'Inexorable est sorti en salle en début avril. C'est réalisé par Fabrice De Veltz avec Benoît Poelvoorde et Mélanie Douté. Fabrice De Veltz, alors je reprends ton truc, Mathieu, c'est le réalisateur de Calvaire, Alléluia et Message from the King. Oui, entre autres. Il a fait Message from the King, c'est le film qui a tourné aux États-Unis. Il a fait une trilogie ardénienne qui est vraiment pas mal, qui se termine avec Adoration. C'est un cinéaste qui est passionnant, qui rencontre pas beaucoup de succès malheureusement. Son premier film avait été un peu une claque à l'époque, c'était Calvaire, qui était vraiment hyper cool, très très violent, très gore. Et là, quand il fait Inexorable, il avait été présenté au Festival du film fantastique de Strasbourg, et donc avec Benoît Poelvoorde, avec Mélanie Douté, pardon. Je te le passe, voilà, très bien. Et c'est vraiment n'importe quoi cette émission. C'est ça la bonne Franck, on est entre nous. De toute façon, bon, pour les millions d'auditeurs qui nous écoutent, ils savent qu'on est plutôt cool. En fait, le film est vraiment sous le patronage de Chabrol. Je m'explique, on est un petit peu dans la petite bourgeoisie, dans une certaine bourgeoisie. Poelvoorde, c'est un écrivain qui a eu un énorme succès avec un roman qui s'appelle Inexorable. Et ouais, c'est à 8,5 la bière. C'est nous a donné une bière Grimbergen mais je vais 8,5. Oui, je me suis dit, d'ailleurs, j'en prendrais bien une. Intense et Malte. C'est ça, mais c'est tout toi. Intense et Malte. Voilà. Merci, Jules. Donc Inexorable. Raconte-nous un peu l'histoire parce que effectivement, moi, je ne participe pas à cette rubrique parce que Tu n'as pas vu le film? Je reviens à peine de Rio. Voilà, j'étais un peu en jet lag et puis j'ai pas forcément eu le temps de voir vos films d'actu. Donc moi, je suis impatient de savoir parce que moi, j'adore Benoît Poelvoorde et j'adore voir ses films. Et je me suis dit, j'ai peut-être raté un bon film. Quoi. C'est un rôle un petit peu à contre-courant parce qu'effectivement, on est habitué au Poelvoorde comique, même s'il a déjà eu des rôles un peu plus sérieux. Je pense par exemple chez Anne Fontaine. Mais là, il arrive il montre une palette de jeux assez exceptionnelle. D'ailleurs, il est pas le seul. Les comédiens, c'est une dinguerie. À quel point ils sont bons. Alors, je vais faire très rapidement, juste vous donner déjà mon point de vue. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu depuis ce début d'année. Je veux dire, au niveau, tu vois, de la mise en scène, du travail du cadre. Je me suis dit, en fait, je me rends compte que, parce que ce film ne marche pas, hein, il a malheureusement pas beaucoup de succès. Il est plus en salle, là. Il était pas très longtemps en salle, il a été mal distribué, en plus, je crois. Ouais, il a été c'est le problème de Fabrice De Veltz, c'est souvent mal distribué, et malgré tout, c'est quand même le film qui a eu, une couverture médiatique relativement importante, parce que Benoît Poelvoorde, et que c'est son film probablement, même assurément le plus accessible. J'ai lu des commentaires, les gens disaient oui, mais on a déjà vu ça. C'est un élément perturbateur qui débarque dans une famille. Lui est un écrivain qui a eu un énorme succès. Il a une femme donc qui est interprétée par Mélanie Douté, qui est la fille d'un éditeur qui est décédé. Elle est éditrice aussi, en l'occurrence de son époux. Ils vont s'installer dans une énorme maison avec leur fille. Et là, bien sûr, l'élément perturbateur qui va venir, un petit peu comme dans Parasite, pour faire imploser la cellule familiale. C'est cousu de fil blanche, je lisais. Tu vois, souvent on me dit, ah oui, mais on sait très bien comment ça arrive. Bien sûr qu'on le sait. C'est inexorable.
tout ce qui va subvenir est inévitable. Tu le sais, et ça n'empêche pas en fait la tension. Tout ce qui va arriver en fait dans ce film-là, de par la mise en scène, de par la direction des comédiens, mais vraiment tous, hein. Mais Mélanie Douté, elle est dingue. Il y a une petite, leur fille. Alors je veux pas écorcher son nom, je veux pas dire n'importe quoi. Ils ont même une gamine qui doit avoir, je sais pas, qui a 10 ans dans le film. Il y a une séquence, pour ceux qui ont vu le film, une séquence où c'est son anniversaire, elle propose un spectacle. Elle dit, je vais faire un spectacle, je vais proposer un truc. Tu vois la scène venir, c'est une scène hyper casse-gueule sur un fond musical, je vais pas vous la spoiler. Tu vois cette séquence-là, elle est réjouissante, en même temps elle installe beaucoup de malaise parce que tu vois en contre-champ les réactions de la famille qui voit ça, et ça c'est un petit peu l'acmé de cette tension et de cette déliquescence au sein de la cellule familiale. Et donc du coup il y a effectivement ce personnage qui va débarquer dans la famille, qui va être l'élément perturbateur, où va se nouer une relation très ambiguë avec le papa. Tout ça effectivement tu le vois venir, il y a un côté un peu thriller érotique. Les séquences d'érotisme, moi qui déteste ça au cinéma, parce que je trouve il y a rien de plus ennuyeux que de voir des gens faire l'amour. Là, ça, à chaque fois, elles sont importantes pour le récit, pour le développement des personnages, et en plus, elles te mettent dans un malaise. Moi, il y a une séquence de baise ou de non-baise, on va dire, mais qui m'a mis vraiment très très mal à l'aise. Je veux pas te raconter d'autres détails, tu me dis. J'ai regardé. Baise, non-baise. C'est un peu l'histoire de ma vie. Non, c'est assez passionnant. Il y a... C'est un jugement, ça. Non, mais je parlais pour moi. Non, je parlais pour moi, pardon. Je parlais pour moi. En fait, quand je disais, ouais, c'est sous le patronage de Claude Chabrol, c'est ça, en fait. C'est faire imploser la cellule familiale bourgeoise. C'est tourné en 16 mm. Il est très attaché à ça, encore à tourner en péloche. C'est du 16. C'est à chaque fois éclairé avec une seule source de lumière qui fait que, enfin, je sais pas, à chaque fois, on se dit, ah, punaise, ce film, il avait vraiment une belle photo. Et tu dis, oui, finalement, c'est tourné en numérique, ils ont mis des flashs, en post-prod, ils ont touché à ça et ça. Il y a un travail d'étalonnage aussi quand tu fais du 16. Mais là, en l'occurrence, quand tu vois sur le plateau, le mal fou qui se donne pour éclairer ces séquences, mais qui sont, d'une beauté, ça évoque le giallo aussi de Argento. T'as des séquences, mais qui sont sublimes. Donc, moi, là, je suis un petit peu agacé, donc j'enchaîne vite, mais quand je vois les commentaires, des fois, c'est de pseudo-cinéphiles de 15 ans qui vont dire, ouais, non, mais attends, on a déjà vu ça 15 fois, ce genre d'histoire. Ouais, mais t'as pas vu ça 15 fois comme ça, filmé de cette manière-là. Parce qu'on n'arrive plus, en fait, à comprendre la mise en scène, à avoir une véritable lecture, tu vois, de l'image. Et là, Fabrice Duvels, il nous fait vraiment un cours de mise en scène. T'as l'utilisation, avant on parlait chez Hitchcock, non pas du plan mince, qu'est-ce qu'on disait sur Vertigo, du plan compensé. Oui. Et ça, il y a une utilisation, mais qui est dans ce film-là. À un moment, c'est pas un artifice, c'est que ça crée vraiment du trouble et un vertige. C'est fantastique. Il y a des séquences, tu te dis, voilà, tu vois enfin un film de mise en scène cette année. Ça marche pas. C'est terrible. Moi, en fait, ça te déçoit. Ah ouais, je suis sorti de cette séquence. J'étais euphorique parce que j'étais tellement content de voir un vrai film de cinéma cette année. L'an dernier, Français. Belge en l'occurrence. Ah. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est francophone. Francophone. L'an dernier, j'étais tellement content qu'on avait pu voir, il y avait le film de Spielberg qui était une vraie séquence de mise en scène de dingue. On avait vu le film de Edgar Wright, il y avait le film de Guillermo del Toro. Mm-hmm. Tous ces films-là se sont ramassés. Alors que ce sont des films de cinéma. Là, il y a un putain de film de cinéma. Ça marche pas. Parce que les gens, ça les intéresse pas. Et je pense même qu'ils ne comprennent plus la mise en scène. En fait, on est tellement éduqués. On pense être éduqué à l'image parce qu'on reçoit un flot d'images toute la journée, que ce soit sur. Il y a plus d'analyse. Mais en fait, il y a de la mise en scène qu'on comprend instinctivement parce que voilà, on est submergé par ça, que ce soit sur YouTube ou quoi que ce soit, on est nourri à l'image, on ne voit que ça. Donc on est éduqué à une certaine forme de mise en scène. C'est pour ça qu'on a choisi le podcast. Mais par contre, il y a la mise en scène qui te donne du sens à l'image et qui donne du sens au récit. On ne l'aperçoit pas toujours. Des fois, on a l'impression qu'elle est juste artificielle. Mais là, en l'occurrence, elle est vertueuse et magnifique. Donc, si vous pouvez le rattraper, je pense pas que ça aura un même effet sur votre télé, mais essayez de voir Inexorable, parce que le 16 mm sur la télé, ça peut être un peu dégueu, mais à l'écran, au cinéma, c'est une dinguerie. On pourra plus le voir au Cinoche, donc c'est forcément sur la télé. En VOD? En VOD ou en Blu-ray quand il sortira. Bon, toi, t'as un vidéoprojecteur,
T'as eu matos. Je vais me mettre On regardera chez toi, tu seras bien dans mon lit. dans ton lit. Non, mais regardez ça et regardez les films de Fabrice Duels. Ils sont pas tous réussis parce que moi-même, il y a des films que je trouve des fois un petit peu bancal. Mais au moins, putain, il y a du du travail. cinéma, quoi. Il y a vraiment du cinéma dans ces films. Même si c'est pas toujours réussi, là, en l'occurrence, c'est plus accessible et ça peut être vu par tout le monde. Et merci pour ce coup de gueule. Et cœur. Et que, exactement. On peut passer au film Abuela. Qui a vu autour de cette table Abuela? Il n'y a que Thomas. Je suis le seul. Thomas. Non, je l'ai vu aussi, mais Ah je oui. vais laisser un peu. Ah oui, Thomas, d'accord, ok, oui. oui, Oui, oui. Reprends ton souffle. Merci. Baisser la Baisse en tension. tension, ouais. Baisse en tension. Je vais un peu intervenir alors. Vas-y. Donc la Abuela, c'était un film d'horreur espagnol. Exact. Donc Ça veut dire grand-mère. La Abuela, exactement. Donc dédicace à la pauvre Marlène Jobert qui s'en est pris plein la tronche de la part de Mathieu avant. Donc quand il disait qu'elle était belle, elle l'est toujours. La maman d'Eva Green. Exactement. Donc, Qui elle est toujours les très chiens ne belle. font pas des chats. Hein. C'est vrai. Donc réalisé par Paco Plaza, excusez-moi, qui est le réalisateur de la trilogie REC notamment. Exact. Très très bonne trilogie. D'ailleurs, ça me fait rire parce que sur ta table de mixage, je vois écrit REC en rouge. On est complètement dedans. Exact. Mon réalisateur après d'autres films qui sont pas forcément sortis chez nous. Un de ces derniers, c'était Véronica que j'avais vu personnellement, qui était un honnête film de possession, mais pas extraordinaire. Et donc là, il revient avec la Abuela, qui est donc l'histoire pour faire court et assez simple. C'est une mannequin de Madrid qui est partie faire sa carrière en France et qui est rappelée donc à Madrid parce que sa grand-mère avec qui l'a élevée et a fait je sais plus si c'est un AVC ou une rupture d'anévrisme, mais en tout cas elle est malade, lourdement quoi. handicapée. Mais je crois qu'on sait pas vraiment en fait, On sait finalement pas ce qu'elle a eu. vraiment, hein. hein. C'est ça en fait toute la question. Et donc elle doit revenir à son chevet. Donc pour s'en occuper et évidemment dans cet appartement, ce grand appartement à Madrid, rien ne va se passer comme prévu et pour rien au monde on voudrait se retrouver seul avec cette Abuela qui veut dire mamie. Donc alors moi j'ai beaucoup aimé. Après je suis assez friand du cinéma d'horreur espagnol hein, puisque déjà moi je pense notamment dans les années 2000 si je ne m'abuse, des films comme Les Chiens du Diable, surtout moi l'Orphelinat qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Je trouve que le cinéma d'horreur espagnol c'est vrai que souvent on dit en France on patine un peu avec ce cinéma-là, on a un peu du mal. Eux ils savent y faire. Je trouve qu'ils sont tout autant efficaces, mais aussi ils savent aller chercher au plus profond de nous-mêmes. Il y a un véritable message à chaque fois, un véritable sens. Je pense à l'Orphelinat notamment, une véritable poésie. Et du coup, donc dans La Abuela, pour moi, quand je regarde ce film-là, c'est pas juste un film d'horreur. Faut pas s'attendre à plein de jumpscares façon Conjuring, vous en aurez pas. Moi, ce qui m'intéresse dans La Abuela, c'est plutôt le message, puisque on questionne quand même la place des femmes âgées dans une société qui prône l'éternelle jeunesse. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si la petite fille est une mannequin, mais une mannequin en fin de carrière, parce que clairement, on lui dit, t'as 24 ans, t'es sur la fin, là. Et il y a un vrai jeu de reflets, parce que d'ailleurs, les miroirs ont leur place dans le film. Il y a une super scène de miroir où si tu veux, on interroge le reflet qu'on peut avoir face à soi-même et sur ce qui va se passer. Le film parle en fait j'arrive jamais à dire son mot, inéluctabilité. C'est l'inéluctabilité de la mort. Et d'ailleurs, le film prend un parti pris très audacieux qui divise. Je sais que ça divise. Pour le coup, ça m'a vraiment étonné. C'est-à-dire que dans les 5 premières minutes du film, on te dévoile, en gros, ce qui va se passer, la fin. Tu sais vraiment comment le film va terminer. Et moi, sur le coup, je me suis dit, mince, mais j'ai plus de surprise. Je sais exactement. Mais finalement, en y réfléchissant, le but de Plaza, c'est justement de te montrer, mais gars, quoi qu'il arrive, la fin, tu la connais, c'est la mort. Et donc, peu importe, il n'y a pas besoin de faire un twist final. Je vais juste te montrer le chemin pour y arriver. Et donc le film est vraiment passionnant. C'est en huis clos. Pour la petite histoire, il faut dire que le film a été tourné pendant le Covid, donc ça les a imposé justement de resserrer les décors et de tourner essentiellement dans cet appartement qui est un véritable personnage dans le film. Et donc moi j'aime cette idée quand de la contrainte naît l'art.
Et après, bon, le casting et le casting est démentiel. Je pense notamment à ce personnage d'Abuela qui est Vera Valdez, que je ne connaissais pas. Et alors, pour la petite histoire, si vous regardez sa fiche Wikipédia, je vais pas vous la faire en entier, mais c'est hallucinant l'histoire de cette femme. Et je pense que elle n'a pas été choisie au hasard. En gros, elle a été actrice. Non, avant d'être actrice, elle a été mannequin. C'était la muse de Coco Chanel. Elle a régulièrement défilé pour elle. Et notamment, elle a été aussi la compagne de Louis Malle. Donc, c'est quand même pas n'importe qui. Et aussi dans les années, alors je sais plus quelles années, mais dans sa jeunesse, il faut savoir qu'elle a été arrêtée au Brésil. Elle avait de la cocaïne dans son sac Coco Chanel, justement. Selon elle, ce n'était pas elle. On lui a proposé sur la plage. On lui a glissé dans le sac. Bon, Copacabana. Et elle a été plusieurs années en prison. Elle a été à cause de cette histoire. Torturée. Ça rigolait pas. Et torturée, mis en hôpital psy. Donc elle est restée un sacré moment. Donc elle a cette femme a une sacrée. J'ai eu de la chance à la douane. Il faut savoir que dans le. Tu l'as coupé d'ailleurs parce qu'il faudrait penser à la vendre. D'ailleurs, on se ferait pas un petit rail là. Bon, bref, on va arrêter. Du coup, il faut savoir que dans le film, il y a un tableau, un tableau du personnage de la grand-mère, qui était dans sa belle jeunesse. On la voit, il y a un beau tableau dans le salon, et c'est un véritable tableau de Vera Valdez. C'est une véritable photo. Donc il y a une véritable mise en abîme. Et c'est un vrai hommage à cette actrice qui est assez prodigieuse et qui est, mais moi, pour rien au monde, je voudrais me retrouver dans cet appartement avec elle. Ouais. Elle me fait flipper. Ah ouais. Et oui, ensuite voilà. Et après, en termes de mise en scène, moi, je trouve qu'il y a des vraies idées de cinéma. Moi, il y a une scène filmée à l'iPhone que je trouve dingue. Il a repris les codes de rec, du coup. Non, on n'est pas sur le phone footage. Non, heureusement non. Non. On est vraiment, si tu veux, on est vraiment sur. En soi, le film, il est plutôt classique. Je veux dire, chaque nuit arrive et son lot de terreur et tu dis qu'est-ce qui va se passer, voilà. Mais néanmoins, il y a cette réflexion sur notre rapport aux anciens, sur notre rapport au corps des anciens, parce elle est quand même, Vera Valdez, elle est filmée sous toutes les coutures, c'est-à-dire qu'il y a une scène de douche, mais on la voit nue, mais il la filme avec tendresse quand même. Il y a notre rapport au corps, notre rapport au fait de devenir dépendant. Donc qui est assez intéressant. Et pour la petite histoire, moi ça m'a fait penser beaucoup à, je sais pas si vous l'avez vu, ça fait un très bon double programme avec un film d'horreur australien qui est sorti l'année dernière, que j'ai adoré, qui s'appelle Relique. Tu l'as vu, Mathieu? Ouais. Il y a plus d'éléments fantastiques quand même, qui est plus marqué quand même. Mais qui est dans la thématique est la même, c'est notre rapport à la vieillesse et à comment on va s'occuper de nos anciens. Donc je le conseille vivement, c'est un très bon film. D'accord. Je suis un peu moins emballé, en fait. Effectivement, c'est un bon film, vraiment. Et effectivement, le film nous épargne, en fait, les jumpscares habituels, le coup de théâtre un peu idiot. Donc, ça, c'est plutôt plaisant. Le film me plaît, sauf quand il essaye d'y instaurer, en fait, d'y mettre de la peur. Parce que moi, ça n'a pas fonctionné, j'ai jamais eu peur. Il peut avoir un sentiment de malaise parce que par le traitement, comme je disais, du corps, de la vieillesse, c'est quelque chose effectivement qu'on a vu par exemple chez Ari Aster. On sait très bien que la nudité, principalement la nudité chez les personnes âgées, ça peut mettre un peu de la gêne parce qu'on n'est pas habitué à voir ça. On a toujours un petit peu, non pas une défiance, mais de voir des corps vieillir et puis jouer sur des visages, tu vois, de personnes âgées. La manière dont c'est éclairé, ça peut créer un peu d'angoisse ou de malaise. Pour moi, très honnêtement, je trouve le film beau parce qu'effectivement, il est tourné en huis clos. Il y a cette relation avec la grand-mère et la jeune mannequin. C'est plutôt beau. La séquence, belle relation. Ouais. La séquence, tu parles, tu sais, quand elle la lave dans la baignoire, quand elle lui prend sa douche. C'est une scène qui est un peu longue. Il a fait tirer en longueur, mais c'est très beau. Parce c'est jamais, on n'est pas dans le jugement, il n'y a pas un point de vue moral ou un point de vue, tu vois, voyeuriste ou quoi. Donc il y a des séquences qui sont très belles. Moi, mon seul souci, c'est que, ça aurait été un drame familial, j'aurais été très touché, j'aurais trouvé ça très beau. Quand il y a les séquences, soi-disant d'épouvante, avec moi, ça fonctionne pas, ça me sort même du film. À ce moment-là, je me dis, merde, j'étais touché parce qu'il y a des moments qui sont très émouvants. Moi, il y a des séquences où, j'ai ma petite larme qui a 2 doigts de venir,
Et sauf que après on dit on va mettre un peu de peur. Heureusement sans jumpscare, on va essayer de distiller de l'épouvante. Et là, chaque fois, avec moi, ça ne marchait jamais. Ça se cassait la figure. Là où je trouve que le film est très malin, j'ai lu ça dans une interview en fait. Et à l'origine, il arrivait pas à écrire le scénario. C'est toujours lui qui écrit ses scénars. Était parti sur plusieurs points de vue, enfin pas un huis clos. Et en fait, c'est un autre gars, un de ses potes qui a scénarisé la chose et qui a dit non mais concentre-toi sur leur relation à ces deux-là, uniquement dans l'appartement. Effectivement, ça fonctionne. C'est vraiment, il y a des séquences qui sont très très belles. C'est bien filmé. Faut pas se mentir. C'est un beau 35 en plus. C'est vraiment très 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 joli. Mais moi je m'attendais parce que c'est ma faute. Le film est il y a une hype énorme. Oui, notamment, moi j'en ai beaucoup entendu parler depuis Gérard Mer. Où oui, il y a un gros buzz. Il y a une hype de dingue. Mais qui disait attention, vous avez chié dans votre froc. Moi j'aime bien chier dans mon froc au cinéma. En l'occurrence, j'ai pas eu besoin de prendre une douche après, tiens. Après, moi je te rejoins sur le. Moi aussi, clairement, j'ai pas beaucoup flippé. J'ai pas parce que je trouve que ça reste assez classique, les effets de terreur. Mais est-ce que tu crois pas que ça a été aussi ça désamorcé volontairement du fait justement qu'au début on nous explique, on sait ce qui va se passer. Ouais, non mais je veux bien, mais tu sais qu'à un moment donné, il intègre quand même des séquences qui sont vraiment, ça dure quelques minutes. Tu dis maintenant. La séquence un peu épouvante, la séquence malaisante. Et moi je trouve chaque fois ça tombe à plat, surtout en fin de film. Et après sur les influences, on pense beaucoup quand même, je sais pas moi, au film Polanski, au Locataire, on pense beaucoup à Rosemary's Baby. Il y a plein. J'évoquais avant les films de Ari Aster sur le rapport au corps. Non mais j'ai pas passé un mauvais moment, pas du tout. Je trouve même le film plutôt plaisant. Mais me concernant, si j'attendais, un vertige, si j'attendais, de l'effroi, ça, je l'ai jamais pas eu. J'ai pas eu. Alors après, peut-être c'est moi aussi, parce que je m'y prends quand même au film d'épouvante depuis que je suis ado. Donc, voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, et surtout quand moi on me vend un truc, on dirait, là, tu vas flipper. Mais moi, je me réjouis. Et en fait, pour vous dire, j'ai vu le matin à Bouela, et j'ai enchaîné avec Inexorable. Inexorable m'a plus chamboulé. Je suis sorti d'Inexorable où, voilà, déjà, par les qualités que je vous disais tout à l'heure, mais ça m'avait plus, transporté et j'étais plus mal à l'aise que Abuela. Mais il n'empêche que c'est un beau film. En plus, je le dis, c'est un beau film. Je devrais pas dire ça, je devrais dire c'est un film flippant, mais c'est un beau film, en fait. Voilà. Si c'était un drame, ça aurait été un très beau film. D'accord. Donc, il est déjà plus à l'affiche non plus, celui-là. Dans très peu de salles, je pense. Dans très peu de salles, mais on peut encore le trouver. On peut encore le trouver, sinon rattraper en VOD. Ok, merci pour cette rubrique actu. On va passer à la rubrique des coups de cœur. Alors les coups de cœur. Alors moi, Mike. Non. T'as pas de coup de cœur? C'était vacances au Brésil. Moi, je vais vous raconter un petit truc. Tu veux nous raconter un petit truc? Non, j'ai eu un coup de cœur et je vais vous raconter une petite anecdote sympa. Allez, mais en fin d'émission, voilà. Ok, alors qui commence son petit coup de cœur? Ça tombe toujours sur moi. Quand c'est pas toi, normalement c'est Loris. Loris n'étant pas là, c'est toi. Voilà. Alors, 47 Ne cordes. fais pas ton endive moite. C'est bizarre. Très bizarre, ouais. Il y a un sous-entendu? Un roman graphique. 47 cordes de Timothée Le Boucher. Donc c'est un roman graphique de 400 pages entre le thriller et le fantastique. Moi c'est ce qui m'a plu. Les dessins sont assez c'est du Timothée Le Boucher, je sais pas si vous connaissez. Évidemment. Il a son trait de marque donc il a sa boutique rue Canquin-Poix. C'est des lignes assez, tu avais déjà parlé claires. de cet auteur ou pas? Non, pas encore. D'accord. Non. Et donc en fait l'histoire, ça va être l'histoire d'un jeune harpiste qui est un peu introverti, qui va faire la rencontre d'une jeune femme et qui va tenter de le séduire, mais lui il est absolument pas touché par cette femme et elle va être extrêmement vexée, sauf que ce qu'il ignore c'est que c'est une métamorphe. Donc du coup dans tout le bouquin, c'est quoi? C'est une personne un peu comme Mystique dans X-Men qui va se changer de forme et de personnage et de
d'apparence, merci, pour arriver à ses fins et réussir à emballer le jeune homme, quoi. Non mais j'adore parce que je viens de prendre le bouquin. En 400 pages. Je viens d'ouvrir le bouquin et c'est vachement je tombe bien. sur une séquence d'orgie. Déjà ça me plaît. Tourne le livre vers là. Mais Orgie avec un cureton. Ça me plaît d'autant plus. il s'appelle les enfants Mathieu parce qu'il a dit tout à l'heure qu'il n'aimait pas les scènes de sexe. Mais qu'au cinéma, Non, j'aime les scènes de sexe avec les curetons. Ah voilà. Pas nécessairement avec des enfants. Hein. Bon bref. Bon, allez, vas-y. En tout cas, allez-y, c'est très bien. Ah oui, donc du coup. Comment tu veux que ah je oui, non mais rebondisse c'est là-dessus, la dame, elle prend des sacrées choses dans la bouche. Hein. Ah oui. C'est un pied. C'est un pied. Ah mince. Ah oui, c'est un pied. De loin, ça pourrait. Ouais, ça pourrait être un gros. Ah mais ils sont tout le temps un poil là-dedans, Eleonore. Hein. Et donc, tu passes des bons moments, toi. Hein. T'as des bonnes soirées, toi. Hein. Tu dors bien, toi, je crois. Hein. Ah, ça va. Et donc, il y a un cliffhanger à la fin qui annonce le tome 2. On veut la suite. On l'attend avec impatience, ouais. Ah d'accord. Bah écoute, tu le feras passer, tiens. Voilà, merci. Eh oui, voilà. Et puis je le rendrai à la médiathèque en retard. Tu peux, j'ai les entrées là-bas, c'est bon. Je sens que les pages, elles vont coller entre elles. Ah non, ça je pas refuse. du tout. Non, ça non. Oh là, non, tu n'es plus un adolescent. Non, plus du tout. C'est pas le catalogue de la Redoute. Non, ça c'est vrai. Ah, le petit on catalogue de la Redoute. On l'a tous fait, 3 Suisses, Redoute. Thomas? Oui, alors moi du coup, je vais être un peu ennuyeux après ce petit passage. Mais non, tu n'es jamais ennuyeux. Alors moi c'est un petit coup actu en fait. Donc un petit coup actu. Un petit coup actu. Enlève une syllabe. Alors, j'ai envie de parler du festival de Cannes. Oh. Ouais. Il ouvre bientôt. Bientôt, 17 mai, hein, si je me trompe 17 mai, avec le président du jury, c'est qui donc? Ils l'ont annoncé, c'est Vincent Lindon. Vincent Lindon. Apparemment, ils l'ont annoncé très tard. Ils ont galéré à recruter quelqu'un cette année. Parce que visiblement avec le Covid, tous les tournages ont été reportés. Donc il y a rien d'intéressant. Mais le jury est chouette, hein. Le jury est vachement bien. Non, mais je veux dire, pourquoi ils ont eu du mal à recruter? À recruter pour le jury. Oui, j'ai bien compris, mais pourquoi? Manque de disponibilité. Manque de disponibilité. Ah, manque de dispo parce qu'il y a des tournages. Ok. Côté reporté. Excusez-moi, ils ont pas bossé pendant 2 ans, donc du coup là ils s'y mettent tous. Et du coup, comme vous savez, moi j'aime bien les cérémonies, tout ça, mais là les festivals c'est quand même un peu à part puisque là c'est quand même le tremplin. Pour moi, ça annonce toute une saison à venir. Il y a quand même pas mal de cinéastes qui ont déjà émergé et d'autres qui confirment. Alors certes, on a tendance à dire il y a Cannes, c'est il faut avoir le passe droit Cannes. Il y a toujours un peu les mêmes qui reviennent. C'est vrai. C'est pas faux, ouais. C'est vrai, mais en même temps, il faut savoir que les festivals, ils font tous pareil, hein, que ce soit Cannes, Venise, Berlin, ils essayent justement d'attirer ces images de marque-là dans leur catalogue. Mais après, il faut voir qu'il y a toute une scène émergente, parce qu'après il y a aussi toutes les sélections parallèles, etc. Donc du coup, j'étais très excité, très hypé par la prog qui allait venir. Alors, c'était sûr, par rapport à celle de l'année dernière. L'année dernière, elle était au taquet, mais on sortait de 2 ans de confinement, 1 an et demi, donc il y avait beaucoup de films sur les étagères. Mais néanmoins, la sélection de cette année, la sélection officielle, je vais parler, est franchement plutôt intéressante. Il y a quand même des sacrés noms qui reviennent. Cronenberg. Il y a Cronenberg, j'avais commencé, Cronenberg, Crime du futur avec Kristen Stewart, Viggo Mortensen et Léa Seydoux, et qui revient dans le body horror. Donc ça peut être carrément pas mal, même si en termes de prix, vu qu'il arrive après Titan, je suis pas persuadé qu'ils vont faire 2 ans de suite le coup du body horror. Léa Seydoux, elle vend en poupe en ce moment. Ah ouais. L'année dernière, c'était son année, je crois qu'elle avait 6 ou 7 films en compétition. La pauvre, elle avait le Covid. On l'a jamais vue sur les marches. Mais donc je pense qu'elle devrait se rattraper cette année. Et la pauvre, c'est vrai qu'on n'est jamais prophète en son pays. Hein. En France, ça fait partie de ces actrices comme Marion Cotillard qui est détestée. Elle s'en prend plein la tronche. Alors que c'est une immense comédienne partout dans le monde, on se l'arrache. Mais en France, parce que comme on n'aime pas les actrices qui réussissent, il y a un petit côté un peu miso et en même temps on n'aime pas trop la réussite. Marion Cotillard, Léa Seydoux, elles s'en prennent plein la tronche, alors que c'est des super comédiennes. Mais bon. Donc du coup dans la sélection, moi ce que je retiens en effet, il y a le Cronenberg qui me hype pas mal puisqu'il était pas revenu depuis de Maps to the Stars, je crois, qui est son dernier, je crois. Qui était un peu pénible comme film. Il y a, moi j'attends particulièrement parce que on parle de Marion Cotillard, moi j'aime beaucoup cette actrice qui plus est chez Arnaud Desplechin, et donc il y a frère et sœur de Desplechin avec Maëlys Poupeau également et Golshifteh Farahani, si je me trompe pas, qui est superbe actrice. Très belle.
Il y a le nouveau James Gray, qui est un habitué de Cannes, donc Armageddon Time avec Anthony Hopkins et Anna Thaoué. Donc James Gray qui est le dernier. Attends, c'est pas Lost City. Non. Ad Astra qui était formidable, qui était passé par Venice Park. Avec Brad Pitt, ouais. Qui est super. Et on a une belle sélection aussi de films qui viennent du Moyen-Orient. Donc je pense notamment il y a Layla's Brother que j'attends beaucoup puisque c'est le réalisateur qui nous a épaté l'été dernier. Je sais pas si vous avez vu La Loi de Téhéran, qui est un film extraordinaire. Bah, c'était mon film préféré de l'an dernier. Voilà, et donc il revient. Je pense que La Loi de Téhéran a mis du temps à sortir chez nous. C'est pour ça qu'il y a le laps de temps est aussi court par rapport à son deuxième film. Mais du coup, là, il y a une forte hype sur ce film-là. Je note aussi Boy from Heaven, qui est le réalisateur du Caire Confidentiel, Ouais. que j'attends. Ça, c'est Tarek, Je sais pas de bêtises, Tarek, je sais plus comment. Si vous l'avez loupé, le Caire Confidentiel, je crois qu'il est dispo actuellement sur Netflix. Regardez-le. Tarek Saleh. C'est très très bon. Comment? Le Caire Confidentiel. Le Caire. Le Caire, c'est en Égypte. C'est un thriller vraiment dingue. Et je crois qu'il est encore dispo sur Netflix. Regardez-le, c'est super. Donc voilà, là je vous parle de la compétition officielle. Après, il y a des sacrés noms. On peut quand même citer Park Chan-wook, qui est son prochain film, qui je pense qui est très attendu, comme chacun de ses films. Donc, c'est Attends, non, il est à Cannes. il est à Cannes, il est dans la sélection. Ah bon? Donc, J'avais lui, même pas vu ça. Mademoiselle, on l'avait pas revu, il me semble, mais il est à Cannes. Ah ouais? Ah, j'avais pas vu. Le film, alors je ne te le prononcerai pas parce que je crois qu'il est encore en coréen. Ah, tu vois, j'ai compris des appels trucs parce que je pensais que son prochain film était aussi en langue anglaise. Donc c'est Non. un film coréen et qui est présenté. Oui, D'accord. il est en sélection officielle. Et après, tu retrouves dans les grands noms, tu retrouves Kelly Reichardt, Kirill Serebrennikov qui revient. Ah, cool. Donc tu as les frères Dardenne, au secours, je me tire une balle, mais qui reviennent comme d'habitude. Lucas Dont qui revient après Girl, qui est un super film. Après, à noter le hors compétition. C'est vraiment pas dégueulasse, hein, puisqu'on retrouve quand même Tom Cruise qui vient présenter Top Gun Maverick. Donc ça y est, enfin il sort après je sais pas combien de reports. Donc il va quand même créer l'événement. Hein, Moi, je pense que ça va être un four. J'annonce, je mets un bifton, non pas forcément sur la qualité. Je parle pas de la qualité. Je sais pas. Mais je pense je pense qu'au box office ça va être un four. Au vu de ce qui se passe actuellement, je pense que Tom Cruise, c'est mission impossible. Il sait que ça c'est sa franchise qui fonctionne. Et Top Gun, les gamins ils s'en foutent de Top Gun. Il serait sorti, tu vois, 10 ans après, pourquoi pas, mais là, les gamins, ils s'en foutent. Je suis pas persuadé. Bon, on peut parier, ouais. Pareil quoi, hein? Un coup. Parce que j'aime l'argent, moi. On retrouve également. Il en a surtout besoin. On retrouve également en compétition mon chouchou Baz Luhrmann qui vient avec Elvis, le biopic sur Elvis Presley, mais façon Baz Luhrmann, ça peut m'intéresser. Moi, je suis hypé de ouf. Parce que déjà, un film sur Elvis, je suis content. Mais alors là, j'ai vu le teaser, t'as vu? Mais c'est chouette. Ah, je suis en demi-molle, là. Et voilà, et parmi les Non, Mathieu, appelle-moi Mathieu. Et parmi les... Comment enchaîner sur ça? Mais c'est impossible. Mais il faut quoi chaque Oui, mais ça, en fois? même temps, Eleonore, tu ramènes des bouquins de cul, toi. C'est normal, tu l'excites. Mais absolument pas. Tu l'excites, c'est question. Eleonore, tu m'excites. Eh ben, tu feras pas écouter cette émission, hein? Et je finis par... Tu écoutes l'émission, généralement? Ah, merde. Je ne sais pas. Et je vais finir par quelques noms français qui viennent aussi hors compète, notamment le nouveau film de Nicolas Bedos qui me hype particulièrement, qui s'appelle Mascarade, puisque j'avais été assez suivi, non pas par OC 117, mais par La Belle Époque et Aldelman. Et on a aussi le nouveau film de Cédric Jiménez, après Bac Nord, qui revient avec Novembre, qui parlera de la traque après les attentats de Paris, pendant la traque des terroristes, pendant les 5 jours qui ont suivi. Ah, d'accord. Allez, pronostic sur la sélection officielle, en sachant que Vincent Lindon, président, donc accointance un peu gauchisante, qui gagne, sachant que dans le jury on a Joachim Trier, on a des gens qui sont on a le réalisateur de Midnight Special, comment il s'appelle de nouveau, tu vois qui c'est? Mike Nichols. Mike Nichols, ouais. Et Asghar Farhadi. Ouais. Aussi, hein. Donc sacré jury, hein. Moi, ça me surprend d'ailleurs qu'il soit déplacé, parce qu'il traîne des petites casseroles là, actuellement, l'ami. Alors moi, je me demande s'il va pas y avoir une résonance avec l'actualité et si on va pas partir sur un film russe, ukrainien, je sais pas s'il y a, mais russe, il y a Kirill Serebrennikov et qui vient pour la première fois en physique à Cannes. Oui, parce que lui, il était interdit de sortir du pays, et donc. Si le film est réussi, effectivement, parce qu'il est en opposition depuis des années au régime de Poutine, donc ça peut être hyper intéressant. J'avais beaucoup aimé son film landais, ça faisait aussi partie de mes films préférés.
Voilà, et à noter. Et c'est quoi, et toi, tu penses quoi ton pronostic? Je sais pas. Franchement, je voudrais, j'espère qu'il sera bon, je voudrais le Cronenberg parce que ouais, c'est le film qui me hype le plus. Mais on verra. Cronenberg, ça me ferait plaisir. Et pour terminer, juste pour noter que le film d'ouverture, ce sera coupé le nouveau film de Michel Hazanavicius avec Romain Duris et son épouse Bérénice Bejo, qui est donc le remake avoué clairement d'un petit bijou. Qui s'appelle Ne coupez pas. Voilà, merci, j'avais plus le nom en tête. Donc ça peut être casse-gueule, à voir. Il a changé de nom, non? Oui, de Z à couper. À cause parce que Z, je crois qu'il y a une sur les chars à la russes. guerre en Ukraine. Sur les chars russes, Z. En soutien, il a changé le titre au dernier moment. Ouais. Peu de gens auraient relevé l'analogie. Et lui, mais bon, il s'est dit non, j'ai pas envie que. Voilà. Quitte à faire un remake un peu idiot, là je m'emballe, sur un très grand film japonais, tu dis allez, autant rester en plus dans quelque chose de très, je sais pas, enfin. Non, je veux pas être méchant. Je trouve déjà ça m'emmerde de voir un remake de ce film-là. En plus, le mec est quand même hyper. Je change le titre pour pas blesser, pour pas. Enfin, je trouve ça un peu naze, quoi. Je trouve en fait toute l'aura de ce film, je la trouve un petit peu naze. C'est très conformiste et. Enfin, vous avez compris, Mathieu n'avait pas du tout envie de le voir. Non, mais je regarderai quand même. J'irai aussi. Tout m'agace un peu dans cette histoire. D'accord. Mon coup de cœur. Vas-y. C'est un chef-d'œuvre qui est réédité en Blu-ray. Ça s'appelle Le Masque du Démon de Mario Bava. Un film de 1960. C'est édité chez Sidonis. Si vous n'avez pas encore vu ce film-là, il faut absolument le voir. C'est génial. Moi, j'avais une vieille copie en DVD. Là, l'édition, le travail de remasterisation qu'ils ont fait, mais c'est splendide. La photo, l'image, le grain en noir et blanc, c'est d'une splendeur. On est dans le film gothique, donc vraiment voilà, début des années 60, inspiré aussi bien parce qu'il y a des succès de la Hammer. Il y a aussi le vampire de Ricardo Freda qui fait qu'on est du coup dans une mouvance un petit peu du film gothique d'épouvante. Et là, on est sur un très très grand film. Vraiment, mais là, quand Mike nous parle, c'est de film matriciel, vous voyez ce film-là, Le Masque du Démon, vous dites, ah ok, d'accord, Tim Burton, il a bouffé ce film-là, parce que quand vous voyez Sleepy Hollow, il y a des séquences, c'est clairement Le Masque du Démon, c'est avec Barbara Steele, c'est un film sublime, la photo elle est exceptionnelle, même si vous voyez que les décors sont en carton-pâte, ça a aucune importance, parce que le rendu, il est dingue. C'est une splendeur. Mais vraiment, je trouvais ce film très grand. Il y a une influence énorme. Mais cette édition et la remasterisation, le travail qu'il y a eu le boulot qui a été fait sur ce film, c'est véritablement un chef-d'œuvre. Donc, à voir absolument si vous avez l'occasion. Mais vraiment cette version-là, parce que il y a des films où vous dites, si vous ne l'avez pas vu en cette version, vous n'avez pas vu vraiment le film. Des fois, j'avais même le sentiment on avait parlé la dernière fois avec Lolo sur le Bleach Bypass. À ce moment-là, ça n'a pas encore été inventé. Tu as l'impression qu'ils ont réussi à travailler sur la profondeur des noirs qu'on a ce sentiment-là de côté un peu métallique. C'est d'une beauté, c'est vertigineux de beauté. Très 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 grand film. Rappelle-nous le titre. Le Masque du Démon. Et vous voyez ce film, vous dites ah putain mais oui, j'ai vu ça dans des clips, j'ai vu plein de séquences un peu partout. Je sens l'influence qui transpire dans tout le cinéma gothique qu'on a vu par la suite. C'est magnifique. Vous me noterez vos coups de cœur parce que voilà. Et je referai des publications Facebook, Instagram sur les coups de cœur. J'avais arrêté de les faire. Je ne sais plus pourquoi. Par fainéantise certainement. Et donc on va refaire des posts sur les coups de cœur que vous nous faites. Et on aura l'occasion de parler de Mario Bava au courant de l'année. On parlera probablement, même assurément, du cinéma italien. Et Mario Bava, donc énorme influence sur le cinéma italien, aussi bien du giallo que du cinéma fantastique. Très bien. Et ben moi je vais tu concluras tout à l'heure, Eleonore. Non, c'est moi qui conclue. Le mec il suit pas son émission, tu sais. Bon, c'est pas grave. Coup de cœur et tu lui demandes de conclure. C'est ça. Trouve-nous un autre bouquin de cul, Eleonore. Non, moi le coup de cœur, j'ai pas forcément eu le temps d'en avoir, mais un coup de cœur du voyage, c'est le carnaval de Rio. Voilà. Juste ça. Samba. Et ben effectivement, on devait ne pas assister au carnaval puisque normalement le carnaval c'est en février. On est allé en voyage au Brésil en avril. Forcément, ça trouvait pas top. Et on a su parce qu'on a fait un petit cours de samba, d'initiation samba, tu vois. Et puis la personne qui nous a reçus, son mari était français. Il nous a dit le carnaval il est là. Donc on a fait il commence le premier jour du carnaval. Il commence le dernier jour de votre présence au Brésil. Donc on a fait des gros yeux comme ça. On a dit on va pas louper ça quoi.
Donc il nous a trouvé des billets pas chers dans un loge privative, enfin tout, t'as de l'alcool et enfin plein de choses comme ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est juste que le carnaval, ça paraît. On peut le voir dans quelle salle du coup? On ouvrait les possibilités, non? On parle de bouquins, on parle de cinéma, on peut parler de tous nos coups de cœur, non? Oui, et en l'occurrence de ta vie. De ma vie. Et ta vie, c'est de l'art. Bon bref, et le vacances, carnaval de Rio, c'est exceptionnel. Il faut le voir si vous le faites. S'il faut vous aller au Brésil, il faut vraiment le faire. Et ce qui est beau, c'est vraiment, c'est à part les costumes, les lumières, enfin tout ça, c'est que il y a un mélange d'âge, c'est-à-dire que c'est les petits, les grands, les grands-mères, les grabataires, voilà, comment on dit? Il y a les grabataires avec des plumes dans le cul qui dansent. Ah là là, on se marre. Intergénérationnel. Il y a Abuela avec des plumes dans le cul en train de danser, c'est super. Ah, c'est génial. Ils sont en train de Eh, t'es un génie, toi. Tu t'arrêtes jamais, t'es un génie. Bah arrêtez, c'est bon, je savais plus quoi dire. Et il y avait une anecdote rigolote. Et oui, l'anecdote rigolote, c'est bon, aller à Rio, c'est exceptionnel, et puis le carnaval, c'est super. Et l'anecdote du voyage au Brésil, donc on était en train de on était en train de faire du voilier dans la baie de Rio, et toute une petite journée comme ça, et puis on rentre vers le port, et le mec qui était portugais, qui parlait pas français, enfin portugais, il était brésilien, il parlait portugais. Oh, putain. Et il nous emmène au port, et on s'approche du port, et on entend une musique de dingue, et il y a beaucoup de musique. Et portugais parle les brésiliens. Mais non. Et puis et du coup je lui dis mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ben il me dit il me dit tu connais Roberto Carlos? J'ai fait ouais bah oui. Il me dit tu connais Roberto Carlos? J'ai fait oui je connais, ouais. Et il me dit en fait il habite là dans l'immeuble là, et c'est son anniversaire aujourd'hui, et c'est la fête. Donc dans le quartier d'Urca, enfin bon bref, à Rio, et je dis ok, on va faire un tour, tiens. Et donc du coup pour ceux qui connaissent pas, Roberto Carlos, c'est un footballeur brésilien qui a participé à la dernière Coupe du Monde, enfin la dernière à la 98, à la finale contre la France. Il mettait des coups francs de ouf, et c'était apparemment son anniversaire, donc voilà. Et donc on va au port. T'as acheté quoi? Tu lui as acheté quoi du coup? Bah juste un magnète pour son frigo. De l'équipe de France. C'est que c'est l'équipe de France 98. 3-0. De Footix. Bon bref, il nous dépose, et puis on fait le tour pour aller devant l'immeuble, et devant l'immeuble il y avait un monde de dingue, et il y avait des caméras de télévision, tu vois, et donc il y a de la musique, ça danse, et moi je regarde, tu vois, et il y a la lumière de la terrasse qui s'allume, et tout le monde commence à gueuler, donc ils savent qu'il va venir au balcon, tu vois. Et 3 minutes plus tard, il vient au balcon, et il fait comme ça, il salue tout le monde, c'est pour son anniversaire. Et nous, on était là, waouh, trop bien. Et après, je regarde de près comme ça. C'était pas lui? Mais en fait, c'est pas Roberto Carlos le footballeur, tu vois. C'est pas lui, il a pas la même silhouette. Enfin, c'est. Et en fait, tu sais quoi? C'était qui? C'est un mec super connu au Brésil qui s'appelle aussi Roberto Carlos. Oh, mais c'est le Franck Michael brésilien. Ah oui, mais oui. Le Franck Michael brésilien. Je te jure, il s'appelle Roberto Carlos, et l'autre con sur son bateau, il me dit tu connais Roberto Carlos? Oui, moi je connais Roberto Carlos, pas de problème. J'adore ces chansons. Et puis c'était l'anniversaire de Roberto Carlos, Franck Michael brésilien, il fêtait ses 81 ans. Classe. Et il y avait du monde de dingue, et franchement c'était impressionnant. Et puis voilà, un petit peu Du coup, t'as fait quoi? T'as fait la fête en bas? Non, on a un petit peu dansé, et puis après on a Mais pas dans l'appartement. Non, bah l'immeuble, T'es un peu ambiancé quand même. Il a fait rentrer personne. Toi, tu rentres pas. Mais voilà. Et les gens étaient dégoûtés. Il y a une nana qui est venue me voir. Elle m'a dit, vous l'avez vu? Je fais oui. Il est sorti sur le balcon. Elle m'a dit, je fais oui. Il est sorti saluer. Elle était jeune, hein. Elle avait nos âges. Elle était dégoûtée. 25 ans. Et elle a pris en photo mon téléphone. Donc la photo que moi j'avais prise sur mon téléphone. Ouais. Wow. Enfin voilà la petite anecdote. T'as l'impression. Enfin tu vas participer à l'anniversaire d'une légende du foot, et au final t'as une légende de la chanson brésilienne. Voilà, c'est ça. Mais très très connu, hein. Apparemment, je vais vous faire écouter Roberto Carlos après. Mike, fais-nous une promesse. On veut d'autres anecdotes. Oui. Laisse tomber tes coups de cœur. De toute façon, généralement, t'en as pas. Donc, viens avec tes anecdotes perso. Pas de problème. On pourrait même faire une émission. Des vacances au Brésil. C'est ça. Ouais. Non, mais voilà, c'était, pour ceux qui aiment le foot, c'est plutôt sympa. Bah non, c'est pas sympa parce qu'il était pas là. Non, mais oui, c'est vrai. Non, mais ils connaissent, quoi.
Ok. Voilà. Donc, on rappelle que dans 2 semaines, on compte sur vous parce qu'on fait une émission sur Blowout de Brian De Palma. Oui. On fait un petit peu un mois, non pas Hitchcock, mais un peu suspense avec Brian De Palma qui est sous influence hitchcockienne. Donc, écoutez-nous dans 2 semaines. Hitchcock. Mais oui. Bah oui, c'est devenu l'épithète qui voudrait. On dit Hitchcockien. D'accord. Comme on dit Spielbergien. Ok. Lutzien pour Mike. Ok. Merci. Super. Eh ben merci les garçons, merci Éléonore d'avoir partagé ce temps avec nous, avec les auditeurs. Tout ça, ils sont contents, ils me le disent à chaque fois. Avec plaisir. Et voilà, donc merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming et que vous pouvez nous suivre et partager nos épisodes sur Facebook, Instagram, tout ça. Donc, belle semaine à vous. Et n'oubliez pas de noter notre épisode sur Apple Podcast, de faire des petits commentaires, ça nous fera plaisir. À bientôt et belle semaine à vous. Ciao, ciao. Ciao. Salut.